Allô les petits enfants, bienvenue à mon 7e podcast intitulé Avec son Sam, comme les 6 autres. Parce qu'au niveau du titre, je vous dirais, je suis assez figé dans le temps, là, parce que c'est moins caliste que de changer à chaque fois là, au niveau de la régularité du public. Là. Pas de ça m'aide au niveau de la selle d'avoir le même titre. Ça n'a vraiment aucun rapport. Toujours accompagné de ma fausse plante. J'allais dire fausse plante artificielle. Du moment que je dis fausse, logiquement, c'est un minimum de diplôme. Tu vas comprendre qu'elle n'est pas naturelle, qu'on a démystifié lors du dernier podcast. Ce soir, mon commanditaire, Octobre Tricot Boutique, elle s'appelle Vanessa Boucher sur la rive nord de Montréal. Allez voir son compte Instagram. Je crois même qu'elle a une page Facebook. Je vais être bien honnête avec vous, je me suis concentré sur l'Instagram. Tout est sur Instagram à cette heure. Les jeunes, ils vont tous là sur les Instagram. Puis c'est bien le fun. Octobre Tricot Boutique, c'est québécois, c'est fait ici. Tout ce qui est au niveau des trucs de foulard, de couvertes en laine, c'est tout elle qui fait ça à la main. Je ne reviens pas à chaque fois. Elle dit « Ouais, j'ai mal aux doigts, j'espère, Saint-Sicris du diable. » Bref, alors voilà, c'est merveilleux ce qu'elle fait. Je vous le recommande fortement. Merci aux membres Patreon qui sont avec nous en ce moment en direct. N'hésitez pas pour commenter, marquer des choses là qui se voudraient à ce moment-là rigolo, des choses qui amènent le sourire aux lèvres. Et ça, c'est toujours plaisant. Mon invité ce soir, un homme, je l'ai jamais dit clairement, mais que j'aime d'amour, que je respecte énormément. Vous l'avez peut-être connu, là, il a commencé sa carrière là, au moins un an ou deux. Là. Il est plus sur la sellette là, depuis quelque temps. Nul autre que Guillaume Lepage. On commence ça tout de suite. Je suis excité, j'ai hâte. Madame, messieurs, bon podcast! OK, son Guy, comment ça va? Ça va bien. Premièrement, t'as vraiment un titre de marde. Hein? Oui, je le sais. C'est vraiment... tu sais, t'aurais pu appeler ça « Ça m'intéresse ». Tu sais, une espèce de jeu de mots au moins qui a vaguement rapport avec... mais c'est très mauvais. Mais je suis content de te voir, Sam. Je me suis attaché avec toi au fil du temps. Ouais. Là, je savais que j'aurais invité André Ducharme, mais c'est pas plus grave que ça. Non, André t'aurait niaisé avec ton titre aussi. Mais j'avoue qu'un bon jeu de mots, non, mais je vois que tu t'adaptes bien, Guy, parce qu'un jeu de mots, tu sais, c'était solide dans les années 80 avec RBO, puis en 2020, c'est tout aussi apprécié, les jeux de mots. Si ça te fait rien, à l'instant même, je le prends en note sur ma feuille de papier. Oui. Tu sais que moi, quand je fais des réunions, puis que je dis on prend ça en note, toute mon équipe sait que ça veut dire « over my dead body ». D'ailleurs, je note absolument rien. Et ça fait presque 40 ans maintenant que quand je dis on en prend bonne note, ça n'arrivera jamais. Mais moi, Guy, je prends pas de chance. Vu que tu es un homme d'expérience, laisse-moi juste le noter. Donc, comment tu titre de marde? Ça, c'est bien ça. Et tu me conseilles peut-être Sam, qu'est-ce que tu me dis, Sam? Ben, j'ai dit ça m'intéresse, en fait. J'ai dit n'importe quelle affaire qui était meilleure que ton titre. OK. J'aurais pu appeler ça molécule de schnout, puis ça serait bon aussi par rapport au titre de départ. Molécule de schnout. Voilà. Ouais. Schnout, c'est S-C-H. Oui, S-C-H-N-O-U-T-T-E. Parfait. C'est pas évident, les gens, des fois, ils mettent juste un T. OK, non, parfait. Voilà. Ben, tu vas voir, au cours des prochaines semaines, si ça change de nom, ce sera tout à ton honneur, Guy. Tu auras renversé tout le temps que j'ai mis à trouver ce titre-là. Et juste qu'on mette de quoi au clair, parce qu'on est ensemble pour au moins une bonne heure. Ce qu'on entend, c'est pas que tu travailles dans une quincaillerie, c'est vraiment que c'est ta petite fille qui joue dans la porte en ce moment au niveau de la petite clochette. C'est bien ça? Oui. Ben, en fait, c'est mon fils Thomas qui a 5 ans, puis son principal but dans la vie, c'est de se sauver. Okay. Alors, on a installé des espèces de petits sensors, comme on dit en français, sur toutes les portes. Alors, à chaque fois que tu vas entendre ting ting, c'est lui qui essaye de se sauver et c'est même pas une joke. Mais là, est-ce que ta femme est là ou s'il saute? Toi, ça te dit qu'il est parti, mais tu le laisses aller, tu sais juste qu'il est quitté? J'ai dit, Thomas, papa a une entrevue extrêmement importante pour sa carrière. Je vais partir pendant 1h15. Si tu pars tout seul, tu vas te noyer, ça sera tant pis pour toi, tu vas être mort. On verra ce qui va arriver. Parfait, excellent. J'aime que tu donnes beaucoup de confiance à tes enfants. À 5 ans, je pense qu'il est temps qu'ils se prennent en main, puis tu le fais très bien. Oui, quand même. Et Guy, avant que j'oublie, on va clairer ça tout de suite. On l'a vécu ensemble quand je suis allé à ton émission. Merci encore de m'avoir reçu d'ailleurs. Là où tu m'as fait un coït interrompu, je t'ai dit, j'aimerais ça vivre une question qui tue.
Alors, Guy, je t'en fais une immédiatement pour ne pas l'oublier. Guilla, la question qui tue. Choui le choui, 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 choui. Ça, c'est mon effet, le fun. Pourquoi le A de ce que c'est que ça veut dire du Christ dans Guy A. Lepage? Ben, pour le vrai, ça veut dire Antoine. Et la raison pourquoi il y a le A, c'est que, ben, en fait, il y a deux raisons. C'est qu'au début, quand on a fait Rock et Belles Oreilles, qui devait être une émission de radio au départ seulement, parce qu'avoir su que ça durait 14 ans à temps plein puis 40 ans à temps partiel, j'aurais trouvé un autre titre que ça, tout comme ton titre d'émission. Oui, c'est ça. Mais Richard Z. Sirois, lui, il voulait qu'on appelle ça le rock de A à Z avec Guy Lepage et Richard Z. Sirois. Qui était meilleur. Ben, c'est-à-dire, moi, je trouvais pas ça bon, mais comme Richard est très attachant, j'ai accepté. Et quand je me suis inscrit à l'Union des artistes, il y avait déjà un Guy Lepage, imagine-toi, qui, célèbre pour avoir joué le portier dans Lancer Compte. Ben, et si tu te rappelles bien, c'est lui qui disait à Pierre Lambert, « Belle game, le chat ». Ça, c'était sa grosse réplique. Alors, ce fameux Guy Lepage-là a reçu mes chèques de Pop Express et d'autres émissions de jeunes pendant quelques années. Alors, finalement, j'ai adopté le Guy Lepage, tout comme André-Philippe Gagnon, qui ne s'appelle pas réellement André-Philippe. Mais il y avait déjà le pianiste André Gagnon quand il est devenu populaire. Okay. Alors, André-Philippe, quand les gens l'appellent André-Philippe, ça veut dire que c'est pas des amis d'enfance parce que ses amis d'enfance l'appellent André. Tout comme moi, mes amis d'enfance m'appellent Guy, Guidoune, Guido ou Gros Chienne, mais ça, c'est vraiment dans l'intimité. Okay. Gros Chienne entre minuit et 3 heures en général. Et, à peu près à cette heure-là. Et il y en a un que tu as oublié, et c'est là que tu vas voir que je suis un homme à son affaire qui fait ses recherches. Tu sembles avoir oublié aussi Gros Nul. Gros Nul, tu sais quoi? Non, mais vas-y. Mon fils Théo, qui a maintenant 28 ans, quand il était jeune, je le faisais regarder Family Guy. Okay. Qui s'appelle, c'est quoi en français, non? Les Griffins, je crois. La famille de Guy. Family Guy. Non, mais non, bref. En tout cas, c'est pas une émission pour enfants, mais je regardais ça avec lui quand il avait 7 ans, ça le calmait. Et le chien, dans Family Guy, il appelait son maître Gros Nul. Alors, Théo m'appelait Gros Nul, puis moi, je l'appelais fils de Gros Nul. Et j'ai même, bouge pas, j'ai quelque chose pour toi, Guy, bouge pas. Je vais l'approcher. T'as fait tes recherches, hein? T'as travaillé fort. Ah, regarde, mon oncle Sam, c'est un gars à son affaire. Je sais pas si on va bien le voir. Je m'excuse pour les gens qui vont nous écouter en audio. Mais regarde, ça te dit quelque chose, ça, Guy? Oui, c'est comme une photo de... C'était pas un gâteau, ça? Mais c'est ton gâteau de ton 55e anniversaire, je crois. Bon, hey, tu vois, j'essayais de faire croire aux gens que j'avais 38, bravo. Ah non, mais c'était une farce, là, tout le monde. Là. Ah oui, c'est mon gars. Alors, je vais avoir 60 cet été. Là. Oui, d'ailleurs, je dis ça au hasard. Allons-y avec le 30 août, disons. Allons-y avec le 30 août. Allons-y avec le 30 août. Ça te met dans quel état, ce 60-là? Moi, je déteste vieillir depuis que j'ai 25 ans. Alors, pour moi, j'ai vu une longue déchéance depuis 35 ans déjà. Tu t'en sors bien. Avant ma prochaine question, Guy, je ne sais pas si tu es sur un laptop, tu peux ramener un peu ton écran. Tu as un petit peu trop d'headroom en haut de la tête. Ça me tente de voir tes pectoraux. Ah, ben oui. Tu peux voir mes pectoraux. Oh, oui, t'es solide pec, gros big. Toi, ça paraît que tu vas au Beach Club et tu t'entraînes un peu. Non, j'essaie de me tenir en forme, mais je ne vais pas au Beach Club. C'est pas trop ma place. C'est pas trop ta place. Ma question était par rapport à ton 60e anniversaire qui s'en vient. Je pense connaître la réponse. Ton lien par rapport à la mort, as-tu peur de la mort, Guy Lepage, ou complètement pas? Oui, j'ai peur de la mort, c'est sûr. Mm-hmm. Les enfants en bas âge, ben oui, je me rends... Moi, je vais les amener au moins à 25-30 ans. C'est ça mon but. Là. Surtout le plus jeune, parce que l'autre, c'est dans 2 ans. Alors, ça sera pas trop compliqué. Oui, parce que là, pour ceux qui ne le savent pas, là, on va commencer par le début. Tu as sorti 20 ans avec Louise Richer, qu'on connaît tous pour la directrice de l'École nationale de l'humour. Est-ce qu'elle a été ta directrice? Elle a été ma directrice, absolument. C'est ça. Et moi, on me demande souvent... es-tu allé à l'École nationale de l'humour? Puis je réponds non, mais je l'ai vu
se faire fonder cette école. Et tu parles de Louise, quand j'ai commencé avec Rock et Belles Oreilles, elle était la directrice artistique des Lundis des Arts. OK. Alors, elle m'a aussi passé en audition, tout comme toi. Arrête donc, mais c'est une audition qui s'est prolongée. Mais bon, oui, c'est ça. Comment ça s'est fait, cette union-là de je te passe en audition? C'est un peu personnel comme question, ça. T'es pas obligé de répondre. Moi, Guy, je vais à la pêche. Hein? T'es pas obligé de mordre sous l'hameçon. Non, mais quand on était au lundi des AA, qui était animé les 2 premières années par Ding et Dong, la 3e année, Ding et Dong ont abandonné les lundis des AA pour aller faire une tournée. Ils sont partis en tournée. Alors, Louise, qui travaillait avec Claude et Serge, était la directrice artistique officielle, et avec Louis Saya, ben, on passait des jeunes humoristes en audition, puis ils disaient, bon, ben, vous autres, oui, vous pouvez passer, vous autres, non. Et RBO, cette année-là, en 85, on a connu, on a eu notre émission à C'est quoi, qui est devenue l'émission la plus écoutée au Canada. On a fait un disque, une chanson qui s'appelait Ça rend rap, qui est devenue numéro 1 sur les palmarès FM. On est passé au lundi des AA. C'était bien. Et finalement, ils nous ont engagés comme animateurs et on est devenu révélation de l'année. Alors, pour moi, cette année-là, 85, c'est l'année où, puis j'ai rencontré ma blonde à l'époque aussi. Fait que pour moi, c'est une année très, très importante dans ma carrière parce que probablement que cette année-là n'était pas arrivée, on ne serait pas en train de se parler, là. Il n'y aurait pas eu la suite. Simonac, et je veux juste être sûr, tu as bien dit, ça rend rap votre tune? Oui, c'est un autre jeu de mots. Oui, c'est ça. Est-ce que tu veux le prendre en note? Bouge pas, je le sens. C-A, C-C-C-D-I-A, c'est un mot, ça rend, R-E-N-D. Ah, OK. Ça rend rap, R-A-P. R-A-P. Ouais. À ce moment-là. Avant que tu naisses, là, les gens aimaient beaucoup cette chanson. Et ça, c'est un clin d'œil à Saran Rap, j'imagine. Hey Sam, bravo. Je pense que tu es le premier qui l'a réalisé depuis 35 ans. Je suis impressionné. Tu es le premier qui m'en parle. Et tu es le premier qui le décortique, en tout cas. Félicitations. Ben, moi, ici au podcast, Guy, on va au fond des choses. Et c'est pour ça que je te fais réaliser que tu n'as pas répondu à ma question. Comment ça s'est passé avec Louise? À quel moment vous devenez un couple? C'est quoi l'équation de ça, là? C'est une vraie question, ça? Ben oui, c'est une vraie question. Je sais pas, moi, Guy. Ben, on a rodé notre spectacle au Vieux Clocher pendant tout l'été. Et Louis Saillet était notre metteur en scène, Louise était l'assistante metteur en scène et on a passé l'été ensemble. C'est là que ça s'est fait, mais je t'expliquerai pas les détails, sauf qu'un jour, il y avait France Castel couché dans mon lit. Souvent, France Castel. Ouais. Ça, c'est une anecdote qui est drôle, par contre. Vas-y, oui, on est là pour ça, là. Parce qu'elle sortait avec Louis Saya et elle est venue la rejoindre. Elle est venue le rejoindre. Mon Dieu, ça faisait une semaine qu'on était là. Puis Louis n'était pas là puisqu'il était avec nous, je pense, après le spectacle. Et elle s'est trompée de chambre. Alors, quand je suis arrivé dans ma chambre, il y avait France Castel qui dormait. Puis ça m'a pris quelques minutes de réaliser qui était cette femme que je connaissais sans vraiment la connaître, qui dormait dans mon lit. Voilà. Puis là, tu l'as réveillé, tu lui as dit des décalisses. Je ne l'ai pas réveillé, ça. Et que tu étais un gentleman, Guy. Je me suis collé et j'ai profité de sa chaleur. vous vous êtes couché là, dans le jargon, comme je dirais si bien, batte à cul, mais sans plus, là. C'est sans plus, effectivement. Je me suis endormi, elle était très chaude, j'étais bien. Et après ça, une fois que France, à un moment donné, cette nuit-là passe, tu reviens avec Louise. Non, je suis resté avec France finalement pendant 20 ans. Mais ça s'est pas super bien terminé, elle et moi, fait qu'on préfère pas parler de notre histoire, France Castel et moi. Mais oui, mais c'est important, là, des enfants et tout, là, j'aimerais mieux que... Oh, oui, non, je comprends ça. Ça là-dessus, Guy, j'irai pas là, pas une maudite seconde. Je vois ça. Et après ça, là, quand même, là, tu fais ton premier fils, Théo. Oui.
arrive en 91. Là, toi, tu fais un enfant. T'es dans quel état d'esprit à ce moment-là? C'est-tu... Parce qu'on s'entend, tu étais comme super occupé, j'imagine. Là. Oui, oui, j'étais super occupé. Je faisais une tournée avec RBO, une tournée qui s'appelle Bête de scène. Est-ce que tu veux noter le titre? Bête de scène. Tu sais, c'est comme... Et moi, j'avais proposé un titre qui a été refusé. J'écoute. Qui était Graine d'humoriste, avec le poster qui vient avec, et ça n'a pas passé. Je suis toujours déçu, finalement, parce que ça a été un bon titre. Il est toujours... Peut-être pour mon deuxième one-man show, Guy, je vais aller cogner à ta porte pour le titre et l'affiche. Oui, ben, pour l'affiche de Graine d'humoriste, je sais déjà c'est quoi. C'est juste, t'enlèves un S à Graine, puis à l'humoriste, puis tu le gardes, c'est tout. L'importance du français, et on garde le titre. Il est parfait, excellent. Ouais. Ça, c'est... Mon Dieu, on règle des dossiers, j'adore ça. Parfait. Et fait que là, tu es dans le jus. OK, continue, excuse-moi. Donc, Graine d'humoriste qui n'a pas été retenue, mais Bête de scène est en place. Oui, alors on est en tournée, puis Loulou tombe enceinte. Je ne sais pas comment c'est arrivé, j'étais en tournée. Mais toujours est-il que Théo est né, j'avais 31 ans. Est-ce que c'était pas que c'était pas voulu, là, je sais que c'était voulu. Alors, c'était voulu, oui, c'était voulu. Mais je veux dire, tu n'étais pas dans la classique situation de certains hommes qui étaient comme ma blonde en voulait vraiment un, puis j'en ai fait un. Tu n'étais pas là-dedans. Non, et c'était pas une groupie du Nouveau-Brunswick non plus. C'était ma blonde. Parfait. D'ailleurs, parlant de Nouveau-Brunswick, j'étais au Nouveau-Brunswick pendant que Loulou était enceinte et on a eu, pendant qu'elle était vraiment pas mal enceinte, 6-7 mois, là, elle était clairement enceinte. Et on faisait un show au Nouveau-Brunswick avec RBO et il y a eu un appel à la bombe parce que je faisais Jésus dans le show. Il y avait quelqu'un qui avait dit que si on faisait Jésus, il ferait sauter l'aréna. Ça, t'as peu. OK, donc ça, c'est un numéro. Puis là, OK, fait que ça passait pas pantoute, ce numéro-là. Là. Ben, en tout cas, ce gars-là voulait pas que ça passe. Fait que finalement, pour faire une histoire courte, la police a fouillé tout le monde, il y a eu une enquête, etc. Mais moi, je ne l'ai pas dit à ma blonde parce que je ne l'inquiétais, elle était enceinte. Mm-hmm. Et ça a sorti dans la presse. Puis là, Guy. Ben, elle l'a su. C'est pas le fun d'apprendre qu'il était un appel à la bombe par les journaux. Mais on a fait le spectacle quand même, puis je pense même qu'on a étiré ce numéro-là un peu plus que d'habitude. Oui, exactement ce que j'allais dire. Dans l'essence, et du moins la culture de RBO, c'était pas votre genre de reculer pour une menace dans la bombe. Là. Non, contrairement à aujourd'hui où c'est pas plus mon genre de reculer non plus. Non, c'est ça. Et as-tu, bon, après ça, on avance dans le temps. Là, après ça, toi et Louise, ça prend fin. Et tu connais Mélanie, ta femme actuelle? Oui. Avec qui tu fais 2 autres enfants. D'ailleurs, que tu t'es marié, je pourrais te le dire, Guy, mais je te passe au test, ta date de mariage, qui est exactement... Ah, ben c'est écrit dans ma bague. C'est le 16 juin 2018. Ah, OK, tu vas être sûr de ne pas l'oublier. Non, mais c'est écrit dans ma bague, 16 juin 2018. Et c'est pas écrit Mélanie et Guy, c'est écrit Mélanie. Ah. C'est elle qui l'a fait faire. C'est parce que ça dépassait, c'est ça. ça dépassait le budget dans la gravure de rajouter et Guy. Je pense qu'elle voulait sauver 20$, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça. Fait que c'est écrit, puis je le vois presque chaque jour. Mélanie, 16 juin 2018. Et finalement, j'ai cédé au mariage et j'ai apprécié. Oui, parce que tu n'étais pas marié avec Louise Richer, là. Ça s'est pas arrivé. Non, mais ce n'est pas notre génération non plus. Okay. On n'était pas différents des autres couples parce qu'on n'était pas mariés. La plupart de mes amis ne sont pas mariés. Les amis de mon âge, personne n'est marié. Puis moi, à l'époque, je considérais que quand tu restes avec quelqu'un, que tu fais un enfant, puis que tu as une maison avec, tu es marié. Tu sais, mais la génération plus jeune, dont celle de ma blonde, pour elle, en tout cas, c'est important. Oui, parce que... Et c'est Marie-Pierre Morin, imagine-toi, qui m'a convaincu. 2 choses m'ont convaincu de me marier. Parce que Mélanie voulait se marier, et elle disait
on n'est pas mariés. Je disais, ben oui, mais on a 2 enfants, on a des maisons ensemble, puis on travaille ensemble, on est associés dans une compagnie. Il me semble que c'est pas mal de preuves. C'est de l'engagement. Puis 2 choses m'ont fait changer d'idée. Ben 3, c'est que son désir malgré tout. Mon fils Thomas, notre plus jeune, a passé proche de mourir 2 fois. OK. Que tu as rencontré. Et Marie-Pierre Morin vient, tout le monde en parle. Puis elle dit, elle parle de son chum Brendan Pross à l'époque. Puis elle dit, oui, on va se marier. Je dis, tu veux te marier, toi? Elle dit, moi, je ne veux pas me marier. Elle dit, mais lui, il veut se marier, c'est un Ontarien, puis eux autres, ils trouvent ça bien important. Elle dit, moi, il me semble que tu te maries avec quelqu'un quand ça fait 10 ans que tu es avec, que tu as eu 2, 3 enfants, puis que tu as passé une couple de périodes tough, que tu dis, ça y est, tu sais. Là, je me suis dit, et donc, Marie-Pierre Morin, elle vient de me raconter ma situation, tu sais. Ouais. Je suis vraiment engagé avec une femme depuis des années. Elle veut se marier. Let's go, on va le faire. Fait que finalement, c'était cool parce que, premièrement, c'était une belle cérémonie. C'était laïque parce qu'on n'est pas pratiquant ni un ni l'autre, puis nos enfants ne sont pas baptisés, mais mon plus vieux était mon garçon d'honneur, puis mes enfants, tu sais, c'est le fun. Tes enfants assistent à ton mariage. Et est-ce que parce qu'il faut dire aussi aux gens, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez quelques mois de différence, là, Mélanie et toi. Tu as 59, toi, là, en ce moment? Oui, on a 170 mois. À quel point tu veux nous faire compter le nombre d'années? Attends, moi, je vois, je t'ai dit le bon chiffre, là. Attends, c'est pas mal ça. Je pense que c'est ça. Je vais voir si je suis bon en calcul mental. Je le sais que tu es un fan de chiffres et de mathématiques, fait que c'est fort probablement ça. Oui, mais je vieillis. Fait que... Hey, non, c'est quoi que je t'ai dit? 170. Ah non, c'est 204. Ah, wake up le père, sacrement, là. Si tu l'aimes pas pour vrai, dis-le, là. Ouais, 204 mois de différence. Et ça, écoute, ça, c'est clairement, là. Te connaissant un petit peu dans ta personnalité, tu as dû t'en contre-sucer le cul bien à côté, mais c'est sûr que ça a dû faire jaser, là. Tu passes de Louise Richer qui a ton âge ou à peu près avec une petite jeune. Tu as dû être victime des classiques phrases et préjugés. Non, c'est bien, il la laisse pour une petite jeune. Ça t'a affecté ou non? Ou comment oui, mais je les ai amenés en procès. J'ai dû faire 210 000 avec ça. Ça a payé le mariage. C'est cool. Ah ouais. On voit que tu es un homme opportuniste. Je m'en contre-suce le cul bien à côté, comme tu dis. Exactement ce que je pensais. Et ton mariage, tu es un homme qui fait ça à grand déploiement ou un peu plus intime, privé? Ça s'est fait comment, cette fameuse journée-là du 16 août 2018? Tu parles de la cérémonie ou de la nuit de noces, là? C'était pas clair. On va... La nuit de noces, on garde ça pour la fin. Non, il y avait 80 personnes. Ah, OK. T'es allé privé, mollo, là. Oui, je suis allé très privé. Dans ma famille, plusieurs personnes sont décédées. Il y a des personnes importantes dans ma vie. Fait que ça a réduit un peu. Fait que moi, j'avais 3 invités, puis Mélanie, 77. Okay. On la salue au passage. Et tu parles, bon, je sais que dans ton entourage, tu viens de le dire, il y a certaines personnes qui sont déjà plus de ce monde. Je sais que tu as perdu ta maman jeune, tu avais 16 ans. 20 ans. 20 ans, pardon. Ton papa a suivi par la suite, peu de temps après? Ou quand j'avais 40 ans. Ah, OK, je pensais que c'était plus près que ça. Non. Mon père, qui n'aimait pas la vie, a survécu beaucoup plus longtemps. Okay. Et trop longtemps aussi. OK, donc j'en déduis que tu n'avais pas la même relation avec ta maman. Tes parents étaient ensemble ou ben non? Comment ça s'est passé? Bravo, Colombo. Oh, oui, ils étaient ensemble, mais c'était poche. OK, mon Dieu, fait que ça a été poche. Étant donné que tu utilises le mot ça a survécu pendant longtemps, donc c'était pas le fun avec ton père, c'est quoi? Ben non. Il y avait des gens qui me disent, oui, mais tu sais, les hommes de cette génération-là, c'était souvent le cas. Mm-hmm. Oui, mais je ne considère pas que c'est une bonne raison quand même. Effectivement. Les enfants, quand tu les fais et que tu t'en occupes,
tu peux pas les considérer comme des citoyens de deuxième catégorie parce que c'est des enfants. Ils vivent des vrais drames. Quand ils ont des drames à l'école, quand ils ont des petits drames amoureux, ou ça, tu ne vis pas ça du revers de la main en disant c'est pas grave. Tu sais. Mon père m'a appris une chose dans la vie, c'est d'élever mes enfants exactement de la façon inverse qu'il l'a fait. Et, c'est ça. Ça a été le côté, entre guillemets, positif. Donc, à ce moment-là, tu agis complètement différemment par rapport à ce que ton père t'a élevé. Puis, sentais-tu que ta mère le ressentait, l'attitude de ton père? Est-ce qu'elle travaillait pour deux, elle, dans la maison pour essayer de... Ben moi, j'ai eu la chance pendant les 10 premières années de ma vie. Moi, je restais avec mes grands-parents puis mes parents. Parce que ma mère était de cette génération. Ma mère, elle m'a eu à 20 ans, 21 ans. Et c'était la génération... Pardon, ça nous amène en 1960 à peu près. Les femmes qui travaillent, qui prennent la pilule. Ma mère, c'était une petite... Ma mère ressemblait à une des chanteuses des B-52. Tu sais, B-52, dans les années 80, ils s'habillaient comme des filles des années 60. Ben moi, ma mère, elle s'habillait comme une fille des années 60 parce qu'elle était des années 60. Ouais. Alors, et j'ai pogné une espèce de... Une fois, j'étais à la Place des Nations en train de regarder les B-52. J'étais adolescent d'ailleurs, mais je regardais la claviériste, puis je me disais, elle est vraiment cute, hein? Il me semble qu'elle ressemble à quelqu'un que je connais. Au bout d'à peu près 1 heure, j'ai dit, ah, si ça ressemble à ma mère quand elle était jeune. Si c'est pas ça de l'amour, hein, je me demande ce que c'est. Ça m'a dégelé un peu, comme on dit. Et j'ai comme moins suivi le groupe pendant quelques années. Après ça, France Castel est arrivé et on connaît la suite. France Castel était là, mais s'il vous plaît, on ne peut pas élaborer. Non. Donc, es-tu parfaitement conscient? Tu étais parfaitement conscient à ce moment-là parce que tu avais 16 ans du départ de ta mère. À quel point ça t'a affecté et ça t'affecte toujours ce manque-là de ta maman dans ta vie, tant personnelle qu'au niveau de la famille ou tes petits-enfants qui connaîtront pas ta mère? Si, j'ai l'impression d'être à 2 filles le matin. Non, mais c'est des questions qui m'intéressent, Guy. Ben, non, mais ça m'intéresse. Je l'ai déjà écrit, mais je vais le souligner pour être certain. Excuse-moi, c'était quoi ta question? Mais par rapport à le petit garçon de 16 ans qui perd sa mère jusqu'à aujourd'hui, à quel point ça te manque à 16 ans et par rapport aussi, là, t'évolues, ta femme, tes enfants, ta mère te manque, pardon, quotidiennement, j'imagine, ou? Non, pas au départ, pas quand tu as 20 ans, parce que ta vie est 20 ans, oui. Ouais, moi, je restais plus là, tu sais, c'est sûr, j'avais de la peine parce que c'était ma mère. Mm-hmm. Mais, tu sais, j'avais une blonde, je commençais à rocker Belles Oreilles, c'est la même année, j'allais à l'université, j'avais du fun, là, malgré le fait que je venais de perdre ma mère. C'est quand j'ai eu mon premier enfant que je me suis rendu compte ce que ma mère avait fait pour moi, puis ce que mon père n'avait pas fait pour moi, finalement. C'est plus à ces moments-là, quand nous-mêmes, on a des enfants, qu'on apprécie ou qu'on déprécie ce que nos parents ont fait pour nous. Parce qu'avant ça, tu ne le sais pas. Parce que quand tu es un enfant ou un adolescent, c'est tout ce qui est arrivé avant que tu naisses n'a absolument aucun intérêt. Mm-hmm. Tu n'imagines pas que tes parents ont été jeunes. Tu n'imagines pas qu'ils ont fourré sur le balcon. Tu n'imagines pas... tu sais, non, mais alors que... En tout cas, j'ai vu des photos. Ma mère a fourré sur le balcon. Non, c'est pas mais tu sais, tu comprends, c'est en vieillissant que tu dis, mais mon Dieu... tu sais, puis c'était quand même une période assez moderne, là, les années 60 puis le début des années 70, que les gens se décoinçaient. Là, fait que... Et est-ce que la relation avec ton père, quand ta mère quitte ce monde à ce moment, est-ce que ça se désagrège davantage? Ton père, es-tu toujours aussi présent ou tu t'en calisses? Je m'en calisse. Je ne reste plus là. Moi, oui, totalement. T'as-tu contact avec lui ou c'est fini? Oui. Non, mais écoute, il m'a quand même donné la vie. Fait que, oui, je m'en occupe, c'est-à-dire que, oui, je le vois quelques fois par année, mais c'est quelqu'un qui ne m'intéresse plus vraiment. C'est plus puis qui n'a pas réussi à me réintéresser jusqu'à sa mort, disons.
Je comprends. Donc, c'est plus un monsieur avec qui tu as un lien de sang que ton papa, là. C'est comme un vieux coloc. J'ai rien d'autre à rajouter. Quand c'est bien dit, on comprend tout. Et, et est-ce que ça, par rapport au père que tu es, j'imagine qu'il y a quelque chose d'un peu fucked up avec le train de vie que tu avais en 91 quand Théo arrive. J'imagine que tu n'es clairement pas le même papa qu'en 91 qu'avec tes 2 enfants que tu as eus avec Mélanie aujourd'hui, où tu es plus établi, tu as plus de sagesse, tu as moins d'inquiétude peut-être au niveau de la vie, tant au niveau du travail que financièrement, peu importe. Est-ce que la différence est notable? Ben, elle n'est pas nécessaire. Oui, ben, c'est-à-dire, c'est sûr qu'elle est notable financièrement, mais quand même, en 1991, avec RBO qui était au sommet, j'habitais quand même une belle maison, puis Théo n'a jamais manqué de rien. Non, je dirais que la différence, c'est que quand tu as 30 ans et tu as un enfant, quand tu joues avec lui, tu te dis, mon Dieu, j'ai des textes à écrire. Puis quand tu écris tes textes, tu dis, tabarouette, je devrais jouer avec mon fils. Là, tu essaies de te faire un horaire dans ta tête et que ça ne paraisse pas trop. Puis d'ailleurs, je pense que ça n'a pas paru parce que moi et mon plus vieux, on est comme ça, là. C'est dans toute notre vie commune. Okay. Mais quand tu es plus vieux, quand tu as 50 ans, tu sais régler ces affaires-là. Moi, ma carrière, ça fait 30 ans que je roule, ça va bien. Moi, quand je joue avec mes enfants, je joue avec mes enfants. Quand je travaille, je travaille. Je sais que je vais travailler jusqu'à minuit. D'ailleurs, tout le monde en parle. Quand je travaille le mardi, mercredi, je finis à minuit le soir. Pourquoi? Parce que à l'heure du souper, je travaillais pas. Puis quand les enfants sont là, je travaille pas. Puis je travaille après. Je suis capable de gérer ça dans ma tête. Alors, je suis plus présent avec eux, sans culpabiliser, disons. Mais c'est ça la différence. Alors que les femmes ont une horloge biologique qui fait qu'à un certain moment, c'est là ou jamais, puis il faut que ça se passe, puis tu sais, c'est des préoccupations que, en tout cas dans ma génération à l'époque, entre 30 ans et 40 ans, les femmes devaient un petit peu décider comment ils étaient pour gérer leur travail et leur maternité. Pour un gars, tu peux faire des enfants jusqu'à 92, ce que je ne recommande pas en passant. Mais c'est plus dur de jouer à la balle dans le salon à 92 ans sur le tapis, là. Ben non, mais moi, j'ai une couple de mes amis qui ont dans la cinquantaine, puis qui ont une blonde plus jeune, puis qui, à chaque fois que le sujet des enfants arrive, ils me disent tout le temps as-tu trouvé ça tough d'avoir ta fille à 50 ans? J'ai dit non. J'ai dit, je me lève beaucoup plus de bonne heure qu'avant. Et 5 à 7 à 30 ans, j'en faisais 5 par semaine. Là, j'en fais 3 par année. Fait que je pense pas que je vais en rater aucun, même si j'ai un enfant. Non, c'est bien plus facile pour un gars. C'est un âge parfait, étonnamment, parce que tu as du temps accordé à tes enfants. Tu sais. Et est-ce que tu y penses quand tu es dans ta nouvelle relation avec Mélanie, puis là, elle a, à ce moment-là, elle a quoi? Elle a une trentaine d'années, Mélanie, quand vous vous êtes connus? Elle avait 27 ans. 27 ans? Puis ouais. toi, tu en avais 104 à peu près à ce moment-là, 105 peut-être. Est-ce que tu veux que je te le dise en mois? Oui, j'aimerais ça que tu me le dises en mois. Puis je vais le noter également dans ton dossier, là, monsieur. J'avais 516 mois. 516 mois? Ouais. Est-ce que tu réponds oui tout de suite ou tu es comme « Wow, j'en ai eu un kid, je suis pas convaincu de vouloir. » Non, moi, ça me dérangeait pas, surtout que j'avais eu un enfant, on avait eu un enfant tellement facile à élever. Non, moi, ça me dérangeait pas. La seule chose dont j'étais certain, c'était, moi, je voulais pas m'acharner. Parce que j'ai vu des gens qui ont de la difficulté à avoir des enfants ensemble, qui essayent 1 an, 2 ans, qui vont in vivo, in vitro. Ouais. Ça crée des conflits entre les deux, ils consultent tout le kit. Moi, j'avais juste dit, moi, je veux pas m'acharner, là. Parce que j'ai l'impression que j'aurais pas le goût pendant 2 ans de temps ou 4 ans de temps de parler et penser juste à ça. Parce que tu avais peur que ton sperme soit pas assez puissant? Pourquoi tu parles d'acharnement, tu veux dire? Parce que...
Ah non, ben c'est de la compatibilité. Hein. Souvent, OK, dans ce sens-là. Ben oui, ben oui. Moi, j'ai juste dit non, je veux juste pas qu'on s'acharne, on essaye, puis si ça marche, tant mieux. Puis si ça marche pas, ben c'est la vie. Et là, Béatrice arrive, qu'on connaît tous par la bande de Béatrice, ce merveilleux projet. Et ça, clairement, à chaque fois que tu m'en avais parlé un petit peu quand on est allé souper, après tout le monde en parle, et les étoiles dans tes yeux, cette petite fille-là pour toi, là, j'ai pas élaboré ce soir-là, mais je me permets d'ouvrir cette porte-là ce soir. J'avais l'impression que tu manquais de mots pour la décrire tellement elle semblait spéciale. Ah oui, elle est très, très, très singulière. Quand mon fils Théo est né, qui était d'ailleurs assez imaginatif puis poétique, je notais ces petits mots, là, comme tous les parents font souvent. Puis je me rappelle à l'époque, quand Julie Snyder avait son talk show, le Point J, elle m'invitait de temps en temps, puis là, elle me disait « Lis-moi des petits mots de Théo. » tu sais. Puis, hey, je le trouvais productif. Tu sais. Il y en avait des bons, puis c'était touchant. Puis... Mais Béatrice, à côté, c'est une Kalachnikov. Là. Je veux dire, j'avais plus le temps de noter. Je la suivais avec un téléphone pendant qu'elle parlait pour ne pas rater les affaires. Elle en sortait entre 3 et 5 ans, là, 10 par jour. Des commentaires sur tout. Des commentaires, des fois, qui n'ont pas d'allure comme les enfants font. Des affaires, des fois, qui sont tellement justes, qui frappent tellement fort que tu te dis, mais voyons donc, l'exemple que je donne tout le temps, mais je vais te le donner parce qu'on est entre nous. Quand il y a eu la tuerie de Charlie Hebdo, oui. On a tout capoté. Moi, j'ai regardé les nouvelles non-stop pendant 8 heures de temps, puis j'ai un petit peu oublié que Béatrice était à côté de moi, qui regardait ça aussi. À un certain moment, elle me dit, tu sais, papa, quand on n'aime pas un dessin, il ne faut pas tuer les gens. On a juste à tourner la feuille et dessiner de l'autre côté. Puis là, j'ai dit, elle est dans les ligues majeures. Là. Puis des frères. Fait que là, j'ai commencé, le début du projet de Béatrice, c'est que j'écrivais sur Twitter ces petits mots d'enfant. J'ai commencé à avoir beaucoup de gens qui se sont abonnés au hashtag Béatrice. Écoute, des fois, j'écrivais des affaires, puis il y avait 2-3 000 personnes qui les relayaient. Tu sais. Éric Godin, que je connais de réputation, mais que je ne connais pas personnellement, m'envoie un jour 3-4 dessins, des mots que j'ai écrits sur Twitter, mais c'est comme s'il nous avait espionnés à la maison. Il nous a situés exactement dans les bonnes pièces avec les bonnes intentions. Puis là, je trouve ça le fun. Puis un jour, il me dit, penses-tu qu'on pourrait faire un petit livre, tu sais, un petit livre de ces mots? Je dis, écoute, je sais pas, là, moi, je tripe sur mon enfant, mais tout le monde tripe sur son enfant. Ouais. Puis quand elle a fait l'affaire de Charlie Hebdo, là, j'ai appelé Eric, j'ai dit, OK, regarde, là, j'en ai 50, là. Je les envoie, là. Regarde si ça t'inspire, puis on verra. Alors, finalement, c'est devenu un petit livre dans la presse. Le jour du lancement, on a eu un offre déjà pour faire un dessin animé. Puis là, on est en production de la 3e saison, puis je suis en écriture de la 4e. Oui, ça marche tempête, comme on dit. Elle avait quel âge exactement quand elle a sorti la phrase pour Charlie Hebdo? 4 ans. Ah, si, boire, c'est pas possible. Puis quand elle est arrivée en première année, puis que les gens lui parlaient du livre de Béatrice, elle disait « Ah oui, c'est mon livre que j'ai écrit quand j'étais jeune. » Wow! Elle est super. C'est quasiment une espèce de vieille âme dans ce cadre. Elle est allumée, s'il vous plaît. Là. Oui, mais là, maintenant, elle a 10 ans et demi, bientôt 14. Ouais. Là, c'est plus une adolescente, pas juste en devenir, qui devient, qui étudie en musique, qui joue de la guitare, puis qui compose. OK. Puis, oui, parce qu'elle étudie en musique-études, donc elle a des bases de piano, de guitare, tout ça. Elle compose. Et la chanson qu'elle a composée pendant le confinement, ça s'appelait « I Wanna Go ». OK. Tout simplement. Je sais pas pourquoi elle a écrit ça, mais en tout cas. Et Guy, avant qu'on poursuive, je sais pas si tu peux augmenter la luminosité de ton écran ou aller m'ouvrir, qu'on voit tes belles fesses, aller m'ouvrir le rideau à l'arrière parce qu'on est en train de te perdre dans cette noirceur. Oui. OK, là, on va regarder. Je sais pas si on va voir son cul, solide cul, le page. Là,
super gay. C'est assez lumineux pour toi, ça? C'est très lumineux. On va me dire, je me sens comme si j'avais un André Ducharme, comme toi, tout le monde en parle dans mon oreillette. Est-ce qu'on me dit que ça me semble, tu pourrais dimmer un petit peu parce qu'on voit des faisceaux de lumière dans ta face, tu pourrais le dimmer une petite affaire. Ça, c'est Noémie, ça? Noémie qui me parle en direct. Gossante. Ah, je sais, elle est lourde dans tabarnak. En plus, ça me charge ce cette calice de... Oh, excuse-moi, je pensais pas que c'était enregistré, ça non plus. Est-ce que Noémie est contente, là? Ou, Noémie, es-tu contente, Noémie? Ou Oui, elle est contente. Voilà, bon. Excellent. Et pour enchaîner avec, avec Béatrice, tu as fait quelque chose que je trouve très noble et je sais que tu vas me dire, ben, c'est juste normal, mais des histoires je dirais pas d'horreur, le mot est fort, là, mais tu sais, des enfants qui se font avoir par leurs parents, que ce soit parce qu'ils ont trop de talent au hockey, dans les sports. On va gérer tes affaires. Oui, puis on va détourner ton argent. Tout ça. Oui, c'est ça. Toi, tu t'es pas... Et ça, je trouve ça merveilleux de ta part. Tu t'es pas gêné de... Comme tu l'as rentré dans l'Union des artistes, elle avait son compte, elle avait ses affaires, c'est bien ça. En détail, qu'est-ce que tu as fait exactement? Elle est auteur des textes qu'elle a fait pour Béatrice, c'est-à-dire ceux qu'elle a créés volontairement ou involontairement. C'était d'ailleurs la plus jeune membre de la Sartec. Elle est aussi membre de la SACD, là, une société de droit d'auteur. Elle joue dans Béatrice maintenant, elle fait d'autres personnages de temps en temps. Puis elle est membre de, elle ne sait pas, là, fait qu'il ne faut pas le dire, mais elle est actionnaire de la compagnie Béatrice. Mais ça, c'est le fun parce que ça crée une espèce de... Ben, juste financièrement, on s'entend. Je veux pas de chiffres, évidemment, mais c'est le fun pour elle parce que, comme tu dis, en plus, elle semble très créative, que ce soit au niveau musical, peu importe. C'est le fun, hein, s'il vous plaît, de commencer à travailler si jeune et par le beau move que tu as fait, ça fait vraiment des bases solides, là. Ben, écoute, il n'y a pas de... Tous les auteurs s'inspirent de leurs gens autour d'eux. Tu sais, on vampirise tout le temps un peu les gens autour de nous quand on est scénariste ou écrivain. Mm-hmm. Mais quand tu prends, je dirais, l'âme de quelqu'un, moi, je n'aurais pas fait aucune série d'enfants si je n'avais pas eu cet enfant-là. Mm-hmm. Elle est spéciale, puis c'est son imaginaire. C'était son imaginaire, parce que là, encore là, elle a 10 ans, c'est plus... elle fait plus des phrases imaginatives comme... Elle est plus rendue conne un peu, dans le fond. C'est ça que tu essaies de dire. Là, juste non, là, elle est plus genre... elle aimerait ça avoir 14 ans, mettons. Alors, c'est plus du tout le même genre de fraîcheur naïve, là, au niveau des... Et ça te fait sourire? Est-ce que ça va te faire drôle à entendre, mais tu vas comprendre ce que je veux dire, de perdre cette petite Béatrice-là et sa naïveté. C'est la vie qui suit son cours, mais des fois, est-ce que tu t'ennuies de ça? Ou Ben, je m'ennuie pas de ça parce que j'ai un petit garçon qui a 5 ans, puis ça me rappelle, c'est le fun d'un petit enfant de 5 ans, là, avant qu'il se fasse un peu spolier par l'école, parce que quand tes enfants quittent la maison pour aller à l'école, commence à avoir une vraie vie sociale, là, puis les parents passent en deuxième, tu sais. Mais quand tu es la petite reine ou le petit roi dans la maison, là, c'est des périodes le fun, mais c'est le fun pour les parents aussi, tu sais, quand tu as un petit prince, puis il vit avec le roi puis la reine, tu sais. Ouais. Alors, donc, je m'ennuie pas de ça parce que je le vis par Thomas. Mais je trouve qu'elle vieillit bien, ma fille, puis je trouve qu'elle est bonne et créative. Elle a gagné un Méritas en musique cette année. Je suis super fier d'elle. Fait que ça me dérange pas, tu sais, puis au contraire, tu sais, puis mon grand Théo qui est en train de faire son doctorat aux États-Unis, tu sais, mes enfants m'impressionnent. Oui, ben on ressent ta fierté. Crois-tu que tu as été, entre guillemets, même si tu le seras toute ta vie, pour Théo ou pour tes enfants plus jeunes, te considères-tu un bon père? Oui, ben, c'est-à-dire au niveau de l'affection puis tout ça, là, oui. Mais je suis très, très papa gâteau, là. Ah oui, hein? Je ne suis pas monsieur discipline. J'ai beaucoup de difficultés à... Ça, ouais? Ouais.
Ah, Ouais. j'aurais pas. Oui, oui, tu pensais que je suis autoritaire? Pas du tout. Je suis zéro autoritaire. Une mauviette qui pleure tout le temps à chaque fois qu'elle regarde ses enfants faire quelque chose. Ah, c'est lourd pour tout le monde. OK, fait que toi, t'es le genre là, à montrer des enfants, là, des enfants sur ton cellulaire, là. Tes enfants, pas des enfants en général sur Google Images, là, mais je veux dire des enfants. Tu sors Ben ton moi, sel rapidement. moi, on m'a recommandé d'effacer toutes les photos d'enfants qui n'étaient pas les miens sur mon cellulaire. Oui, ça a l'air, mais moi, j'ai garde, là, mais ça n'a rien Non, en moi, tout je cas. l'ai fait, c'était long. Il y en avait beaucoup, mais là, il n'y en a plus. Il y a juste mes enfants. Fait que tu fais ce genre de père-là là, qui sort son sel en lieu public, regardez mon enfant aux gens que tu apprécies. Là. C'est drôle, hein? Avant que j'aie des enfants, j'ai riais plus les jokes de pédophiles, mais là, j'ai comme de la misère. C'est sûr que tu as des images en tête, puis ça, c'est pas Ouais. le fun du tout, du Non, tout, du tout. non. Et pendant que Béatrice enchaîne les succès monstres au niveau de ses phrases, ton petit bonhomme, Thomas, lui, en a vécu des saints tabarnak. T'en avais parlé un peu à Tout le monde en parle, au niveau de tes mêmes d'ailleurs, porte-parole, c'est le bon mot pour Sainte-Justine? Je suis l'ambassadeur de la Ambassadeur. Fondation Sainte-Justine. Et Mon fils, pour faire une histoire courte, a eu un streptocoque aureus doré, qui est une bactérie voisine de celle que Lucien Bouchard a eue. OK. Mais au lieu de manger la chair, tu en meurs en moins de 48 heures si tu n'es pas soigné. Ah, sacrement. Tu n'as pas grand chance de pogner ça, mais probablement que si on avait habité Chibougamau plutôt qu'à 10 minutes de Sainte-Justine, il serait mort. Parce que le temps de l'amener à l'hôpital, puis qu'à l'hôpital, ils disent qu'il faut le transférer à Sainte-Justine, tu sais, mettons à l'hôpital de Chicoutimi, puis après ça, il serait mort. Puis qu'est-ce qui fait que tu l'amènes à l'hôpital? C'est quoi les symptômes? Qu'est-ce qui s'est passé? L'instinct de sa mère. Moi, j'aurais attendu quelques heures de plus en disant mais c'est parce que toutes les maladies d'enfants ont tous les mêmes symptômes. Tu as des rougeurs, tu fais de la fièvre, tu tousses ou bien tu mords. Tu comprends, c'est de la polio à la grippe. Les premiers symptômes sont tout le temps les mêmes hosties de symptômes. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a bien des gens qui se ramassent à l'hôpital pour se faire dire votre fils a le rhume. Ouais. Puis la fois après, tu dis ben non, il fait un rhume comme la dernière fois. Puis tu vas le mener, puis on dit il est en train de développer une gangrène de tu sais pas quoi, puis là, tu dis si bas là. Fait que prenez pas de chance, allez à l'hôpital. Mais toujours est-il qu'il a fait ça. Sainte-Justine l'a soigné magnifiquement. Ils lui ont sauvé la vie. Et 6 mois après, il a attrapé un Kawasaki. Ah, on tabarnak. Et médicalement, ils m'ont dit que c'était pas prouvé que les deux étaient liés. Le Kawasaki? Et l'autre affaire. Alors, ça veut dire que, genre, tu as plus de chances de gagner la 649 que ces deux affaires-là arrivent au même enfant. Toujours est-il, et encore là, Sainte-Justine a sauvé la vie de notre enfant. Ça, c'est moins dangereux au départ, le Kawasaki, mais quand il n'est pas soigné et quand il n'est pas repéré, ça fait c'est très, très violent sur l'aorte et ça peut causer, mettons, une crise cardiaque à 14 ans. Tu peux mourir d'une crise cardiaque à 12 ans, mettons. Sacrement, mais le Kawasaki, c'est pas juste une marque de 4 roues, là. Non, ça, au début, il y a plus d'Asiatiques, de Japonais qui l'ont, mais plus maintenant, là. C'est-à-dire, il y a des enfants occidentaux aussi qui ont ça. Et toujours est-il que quand ils m'ont demandé pour être ambassadeur de la Fondation Sainte-Justine, c'est pour recueillir de l'argent. Il avait préparé un pitch, tu sais, comme on dit, avec des papiers. Bon. Elle s'appelle Delphine, la fille. Elle était rendue à la fin de la page 1. J'ai dit, c'est bon, je sais oui. Quand vous serez tanné de moi, vous m'enverrez. Je vais être ambassadeur là, tant qu'ils ne me crissent pas dehors. C'est quand même touchant parce que j'imagine qu'on peut aller vers toi juste pour l'histoire que tu as vécue. J'imagine aussi pour l'homme public que tu es. Il y a comme une confiance là-dedans aussi. J'imagine que ça t'a touché, ça? Ou... Ben, je me suis dit, ils ne me connaissent pas. Ils ne savent pas dans quoi ils s'en vont. Ils ne savent pas que je vais dire des niaiseries. Ça ne m'empêchera pas de dire des niaiseries en public. Ouais, moi, je peux être l'ambassadeur, mais je fais des gags de pédophiles à tous les jours. Ah oui, mais c'est ça. Non, mais
Évidemment, j'ai mon libre arbitre, là, puis je ne me lève pas à chaque matin en me disant je suis l'ambassadeur de la Fondation. Ouais. Mais je participe à toutes les activités, puis je vais être là tant qu'ils vont vouloir de moi. Ils ont sauvé la vie de mon fils 2 fois. Là. Puis ce qu'on ne veut pas dans la vie, je pense, c'est de survivre à nos enfants. Non, totalement. On s'entend. Et est-ce que as-tu toujours ton 3e enfant? Et je parle ici de Attaque. Là, ça serait mon 4e. Ça serait ton 4e, ouais, excuse-moi pas. Parce que l'autre, c'est un adulte dans ma tête. Mais est-ce que. L'autre a l'air plus vieux et plus viril que toi. Oui, effectivement. Ah ouais? T'as quel âge, toi? T'as quel âge? 31. Hey, mon fils a 28. Tu pourrais être mon père, Guy. Tu pourrais être mon père. Certainement, je pourrais être ton père. On aurait pu aller au Toton ensemble puis en virer des calices. Je pourrais être ton père. Tu viens de quelle région? Laurier Station, une ville à la campagne. As-tu déjà passé là avec RBO? Non, vous n'étiez pas assez gros. Non, on n'allait pas là, nous autres. Mais Laurier Station, là, quand tu vas à Québec, c'est un bon spot. Plusieurs personnes arrêtent pour pisser. Peut-être bien que tu as peut-être fourraillé ma mère vite fait au couche-tard avec la grosse clé là, que tu prends pour aller sa toilette sur le côté. C'est pas exclu. Il faudrait que tu me montres sa photo. OK, je ne l'ai pas là parce que j'ai juste des photos d'enfants dans mon cellulaire, mais je vais t'envoyer ça prochainement d'un coup que. Hey, imagine, j'aurais fourré ta mère. Ça aurait été. Ben, elle te remercierait probablement. Ça ferait. J'aimerais ça m'appeler Sam A. Lepage. Ça serait pas pire, ça? Sam A. Lepage. Oui. Oui, tu serais un Lepage. Et, gars, tant qu'à parler de fourrage puis de route, RBO, ça, c'est-tu moi ou, corrige-moi si je me trompe, mais tu dois tout à RBO en quelque sorte, là? Oui. C'est vraiment, c'est les racines. Ça a changé notre vie. S'il n'y avait pas eu ça, premièrement, on ne serait pas en train de se parler, mais tu n'aurais jamais passé à Tout le monde en parle, parce que ça n'existerait pas. Et non, regarde, c'est parti là. J'avais 20 ans, moi, je pensais que c'était un strip de 13 semaines pour mon stage de radio en communication à l'UQAM, puis c'est devenu ma job à temps plein pendant 14 ans. Ça nous a permis de faire de la radio, de la télévision, des spectacles, de la musique. Puis tout le reste a découlé de ça. S'il n'y avait pas eu RBO, il n'y aurait pas eu un gars de fille, il n'y aurait pas eu non, c'est ça. Tout le reste après. Et on a des gens, évidemment, en direct avec nous. Noémie me dit qu'il y aurait au moins une question par rapport au sujet. Noémie, tu peux peut-être slider la question pour Guy, pour les gens qui nous écoutent en ce moment. Alors, on a Maude. Allô, Maude. Comment on se sent comme père de voir qu'un ou ses enfants se dirigent vers le monde artistique? Tu l'encourages ou tu es inquiet? Surtout par rapport à Béatrice. Très bonne question. Merci, Maude, d'être avec nous en direct. Ça te stresse? Ben, c'est pas stressant, le milieu artistique. Ce qui est stressant dans le milieu artistique, c'est l'insécurité de la job. C'est ça qui est stressant. Je veux dire, moi, c'est mon milieu. Il n'y a personne qui va frauder ma fille ou qui va y faire des affaires qu'elle ne veut pas. Je connais tout le monde, je connais la job, je vais le détruire. Il n'y a personne qui va faire mal à ma fille, mais c'est pas. Mais dans le milieu artistique, le talent n'est pas gage de succès. La popularité, c'est pas toi qui décides que tu es populaire. C'est les gens. Totalement. Puis cette popularité-là, on te la donne ou pas. Puis si on te la donne, on te la retire aussi de façon assez rapide et cavalière parfois. Alors, moi, si ma fille a une fibre artistique, écoute, elle fait de la peinture, elle fait de la musique, elle veut clairement être une actrice ou une chanteuse, ben, je suis le père parfait pour l'aider puis l'orienter, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher parce que c'est pas moi qui va décider si elle est bonne, c'est vous autres. Serais-tu capable quand même de dire, tu l'as dit, tu es très sensible, tu es un papa gâteau, tu serais capable de mettre ton pied à terre des fois puis dire ça, c'est personnellement, je trouve ça pas très bon. Oui, c'est ça. Hein? Oui, dans mon travail, quand on me demande mon avis professionnel, que ce soit des amis ou des gens que je connais pas ou des gens sensibles, puis je sais, je réponds toujours la vérité. Je te dirai jamais tu étais bon dans cette scène-là ou c'était le fun de ton spectacle si j'ai trouvé ça plate. Mais par contre, je suis bon public.
Si tu as fait un show de 2 heures très plate puis qu'il y avait une bonne joke au bout d'une heure et quart, il y a juste moi que tu vas entendre rire. Ça, je vais dire, ça servait à ça ce soir. Toute cette médiocrité, c'était pour se rendre à ce fameux gag de fête qui m'a fait en rire. Et oui, Noémie, tu peux mettre la deuxième question. On a une autre question pour toi, Guy. Joanie, allô, Joanie. Est-ce que la retraite te fait peur? Merci, Joanie. Bien, quand tu es un artiste ou un écrivain ou un auteur, encore là, c'est la retraite, elle peut arriver à 90 ans comme elle peut arriver à 42. C'est sûr que c'est pas du sport qu'on fait que le corps peut soutenir plus longtemps, là. Non, mais oui, mais pas juste le corps. Il faut que les gens aient le goût de te lire, de t'entendre ou de te voir. Moi, j'ai eu la très grande chance en faisant un gars une fille de ne pas m'inquiéter pour mes vieux jours. Ouais. Si la retraite arrive à 60 ans, ben, je vais dire, ouais, j'ai fait ça pendant 40 ans. Cool. Puis si, pour une raison ou pour une autre, j'ai le goût de continuer et que les gens ont le goût de me voir, ben, je vais le faire. Mais le nombre de trucs que je refuse depuis 10 ans, en fait, là, depuis que Béatrice est née, là, je refuse à peu près toutes les offres. Okay. Mais je veux les entendre, les offres. Je refuse des offres où je pourrais m'éparpiller. Mais depuis la fin de Un gars, une fille, tous les autres projets que j'ai faits, à part Béatrice, c'était les gens qui me les ont offerts. Ça ne m'était jamais arrivé de ma vie. Tu sais, RBO, ça vient de moi. Un gars, une fille, ça vient de moi. Puis tout à coup, on m'a dit, veux-tu jouer dans mon film? Veux-tu jouer dans 3 films? Veux-tu animer la disque? Veux-tu animer la Saint-Jean pendant plusieurs années? La disque aussi. Veux-tu animer Tout le monde en parle? On a commencé à m'offrir de la job. C'est le fun en tabac. C'est très touchant de recevoir une offre. Fait que je les considère tout le temps, puis je réponds jamais « Ah, yak, c'est poche. » Je remercie tout le temps le monde. Merci d'avoir pensé à moi. Ouais. Non, parce que je peux pas. Mais j'insiste pour les lire, puis savoir ce qu'on m'offre. Puis des fois, j'ai juste pas le temps de les faire, tu sais. Mais je tiens absolument à savoir tout ça. Tu sais. Est-ce que ça te surprend des fois, pas dans le sens, tu n'as pas de talent loin de là, mais est-ce que parce que tu te considères peut-être plus auteur à la base? Ou, Oui, oui. Je suis un auteur, moi. L'affaire que je fais le plus facilement, c'est écrire. Tu sais, moi, si je te remets... puis moi, j'ai jamais eu le syndrome de la page blanche. Jamais. J'ai eu le syndrome de la page plate. Mais plein. Ouais. Mais moi, j'écris, là. Si tu me dis, t'es dans RBO ou Un gars, une fille ou Béatrice, il faut écrire des sketchs, si je vais t'en chier toute la journée. Ça veut pas dire que c'est bon. Non, c'est ça. Mais même dans les textes pas bons, des fois, tu leur pognes 6 mois après, tu dis non, c'est vraiment pourri, mais ça, c'est une bonne idée. Je l'ai mal développé. J'aimerais essayer. Je vais faire quelque chose d'autre. Moi, écrire, pour moi, c'est facile. Puis c'est facile écrire une chanson, écrire un sketch, écrire une nouvelle, écrire un article de journal. C'est des techniques que je comprends. Là. Tu sais, si j'étais musicien, je te dirais, je suis capable de zigonner sur pas mal tous les instruments. Au niveau de l'écriture, c'est pas mal ça. Oui, parce que l'un, souvent, l'un va pas sans l'autre dans le sens où c'est probablement parce que tu n'as jamais eu la page blanche que tu as écrit des pages plates. Parce que c'est souvent quand tu as peur d'écrire du plate que tu te retiens d'écrire et puis tu te bloques puis tu n'écris pas. Fait que c'est tout à ton honneur quand même d'avoir ça. Oui, mais à ma décharge, et c'est une expression que j'emploie pas souvent, c'est que quand tu écris, quand tu as à produire de la quantité, tu sais, avec RBO, on a dû écrire des milliers de sketchs. Un gars, une fille, des milliers de sketchs. Tout le monde en parle, c'est de l'écriture. Parce que pour les entrevues, on reçoit des recherches, mais il faut les remettre dans... C'est des milliers, c'est 4000 entrevues. Béatrice, c'est rendu des centaines de sketchs. Ben, quand tu écris, quand tu as du volume à faire, tu n'as pas le temps de t'arrêter à est-ce que c'est bon? Tu l'écris, tu le relis, puis après tu dis ah non, c'est pas bon. Mais j'ai l'impression que si j'étais seulement un chanteur,
C'est-à-dire seulement un auteur de chansons ou seulement un écrivain qui fait 10 chansons par année ou par 2 ans ou par 3 ans ou qui écrit un livre par 4 ans. C'est sûr que chaque mot que tu mets, tu dis, non, je suis en train de réécrire une chanson que j'ai faite. Je suis en train de, mon Dieu, c'est pas la même histoire, mais c'est les mêmes intrigues relationnelles, mon nouveau roman que mon ancien roman. Tu as plein de raisons de te censurer ou de dire, hey, wow. Quand tu as du volume à faire, là, des sketchs, tu es payé pour ça, puis il faut que c'est après, une fois que tout a été fait, que tout a été vu puis lu, que les gens, mettons, vont dire les meilleurs sketchs de RBO, c'est ceux-là. Mais pour nous autres, là, un sketch plate ou un bon sketch, ça prenait le même temps à écrire. Puis c'est pas moi qui va dire c'est quoi le meilleur sketch de RBO ou d'un gars, une fille, c'est toi. C'est vous autres. Moi, des fois, moi, une bonne chanson d'RBO, une chanson plate d'RBO, ça a pris le même temps à faire. Et si ça se trouve, la plate a pris plus de temps. C'est la même chose pour les sketchs. Parce que pour RBO, des chansons, c'était des sketchs avec de la musique, finalement. C'est juste qu'on aimait beaucoup la musique, alors on était très pointilleux sur la qualité de la chanson, musicale de la chanson. Ce que les humoristes font, je m'allais dire, font moins, mais il y en a qui composent très bien, entre autres François Pérusse qui compose extrêmement bien, mais il y a quelques humoristes qui ont le sens de la mélodie, mais des fois, ils font juste jouer de la guitare sèche, fait que c'est sûr que tu n'as pas toute l'orchestration. Non, mais ils sont bons, mais tu n'as pas toute l'orchestration autour, tu sais. Non, c'est ça. Puis comme tu dis, en bout de ligne, peu importe le temps que tu excuse-moi, les Denis Drolet, ils font des chansons exceptionnelles. Oui. La musique est super bonne. Je sais, j'ai produit leur premier album. Bon, ils se vendent tabarnak. Non, mais c'est parce qu'ils aiment la musique. Puis ils sont bonnes dans la toune, tu sais. Puis moi, j'ai vu un show des Denis Drolet où ils faisaient juste chanter, puis tabarouette, c'était spectaculaire, là. Ouais, vraiment, c'est pas moi qui va t'ostiner. Je suis un grand fan des Denis. Encore hier, j'écoutais leur album 2D en marchant le chien. J'écoutais encore ça dans mes oreilles parce que je me tanne pas, que c'est à quel point. Le contenu est innocemment drôle et absurde, mais les mélodies, tu vois quand même qu'il y a une recherche, qu'il y a un travail, puis c'est merveilleux de voir ça, là. Il y a un travail musical, les chansons, les mélodies sont excellentes, les textes, c'est surréaliste. Moi, j'adore les Denis. Hey, si tu avais vu, tu sais, moi, j'étais comme un peu le producteur au contenu du disque. Gaétan Siam, il avait travaillé avec eux sur la musique. OK. Mais tu fais de l'édition de texte avec les Denis Drolet. Là, tu dis, bon, dans une chanson, vous dites Francis Redé, c'est des ciseaux. Mais dans une autre chanson, vous dites, là, je sais pas quoi, vous dites Marguerite Blais, c'est du pâté chinois. Il faut choisir entre les deux. Si vous gardez Francis Redé, selon moi, il ne faut pas mettre Marguerite Blais parce que on va se rendre compte que. Puis là, les deux sont super sérieux puis très. Je pense qu'on va garder Francis Redé, les notes. C'était. Puis là, après ça, tu reviens chez vous, tu dis, j'ai-tu vraiment parlé de Francis Redé? C'est des ciseaux. C'était une belle journée. C'était super parce qu'ils sont très travaillants puis ils comprennent le. Ah oui, c'est comme un humoriste quand tu lui dis. C'est 2 fois la même joke, ça, dans ton spectacle, à 1 heure de différence, mais c'est la même crise de joke. Tu prends la première ou tu prends la dernière, mais tu ne prends pas les deux. Oui, mais quand tu es dans leur niveau d'absurde, que quand même tu trouves des fois une petite récurrence entre 2 affaires qu'on est peut-être 3 dans le monde qui va s'en rendre compte, qu'on dit non, ça faut le changer, cette affaire-là. Ça ne marche pas. Mais c'est vraiment ça qui est fucked up. Puis les gens, des fois, on est comme les clowns, ils s'amusent. Puis, mais tu sais, la classique phrase, faut être très sérieux pour être très drôle. Puis c'est la même chose de, tu sais, on a recommencé les shows là, tranquillement. J'ai fait un show le 2 jours devant 30 personnes et il y avait Louis-José sur le show. Puis à un moment donné, sans s'en rendre compte, on parlait, je disais, il rodait, fait que je ne vais pas dire l'exemple précis, mais je disais, tu pourrais dire tel mot, me semble c'est plus drôle. Puis lui-même était comme, ouais, mais non, parce qu'une ligne plus loin, je dis un mot de la même famille. Donc, je ne peux plus dire ça. Puis les deux, ah ouais, non, c'est sûr, tu l'enlèves tout de suite. Mais ça, c'est l'histoire de
Avec RBO, c'était comme ça. Quand tu fais de la script édition pour un humoriste, c'est exactement ça. On est bien. Ça peut être bien plate une réunion d'humoristes. Et ce qui est encore plus plate qu'une réunion d'humoristes, c'est un party d'humoristes. Ouais, c'est pas toujours ce que les gens pensent. Vous devez avoir du fun, hein, vous autres, là, quand vous êtes toute la gang sur un balcon. Tu dis, non, c'est assez plate. C'est-à-dire, c'est pas ennuyant. Mais toi, tu n'aurais pas de fun à regarder ça. Là. Tu rirais même pas une fois, probablement. À moins d'un gag de pète après 1h15, hein, mon Guy? Oui, exactement. Puis, à part quelques humoristes qui rient de façon tonitruante, et je m'inclus là-dedans, quand tu fais un bon gag devant des amis humoristes, ils vont faire Hey, regarde ça, c'est exceptionnellement drôle. Puis encore, ça peut juste être très drôle. Oui. Tu sais, un petit sursaut de c'est excellent. C'est vraiment très, très drôle. C'est ça le punch de ton gag. Regarde ça. Ben, ouais, c'est ça. Essaie-le, tu me la reparleras. Bonne soirée. ça finit là-dessus. Guy, écoute, les gens sont là, les gens veulent te parler. On a rarement eu autant de questions. On va en enchaîner une coupe. Noémie, vas-y donc. On a Marc-Antoine. Quelles étaient tes influences, soit comme auteur ou comme humoriste? Ben, les influences de RBO, c'est clairement, on a souvent dit qu'on était les petits-fils spirituels des cyniques. OK, oui. C'est-à-dire, nous, on avait plus de costumes qu'eux, puis je dirais qu'on était plus habiles qu'eux sur une scène, parce que disons que physiquement, c'était assez carré, les cyniques, mais leur niveau d'humour, d'audace, de ce qu'ils disaient et ce qu'ils disaient en public dans les années 60, hey, ça torchait des culs, là. Je veux dire, il y a même des sketchs que tu pourrais pas accepter qui passent en 2020, là. C'était des maîtres, là, c'était des virtuoses du liner, là. Eux autres, là, leurs meilleurs jokes ont moins de 10 mots, là, tu sais. Ah ouais, ils en ont, là, des centaines, là. C'est taf, 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 taf. Puis les gens qui m'impressionnaient énormément, et c'était les mêmes pour RBO, Yvon Deschamps, Paul, puis on s'appliquait à ne jamais faire comme eux autres, ne jamais les copier. On se disait, on peut pas, tu peux pas faire du sous Yvon Deschamps, tu peux pas faire du sous Claude Meunier. Si tu trouves qu'il y a un gag qui s'en va vers ça, là, arrête tout de suite. Non, c'est ça. Il y a déjà quelqu'un de meilleur que toi, là. Oui. Et c'était... Vas-y, excuse. Puis on écoutait, tu sais, on a beaucoup écouté les cyniques quand on était jeunes, à l'âge qu'on avait, nos parents avaient leurs disques. Puis nos idoles, quand on a commencé, ben c'est ça. Ils vont des chants, Paul et Paul, qui sont devenus Ding et Dong après. Puis on s'est vraiment appliqué à ne jamais les copier. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle et Ding et Dong et Yvon Deschamps nous aimaient bien. Ben oui, mais il n'y a rien de pire. Autant pour vous, parce que ça vous rend plus beige. Tu sais, je veux dire, quand tu essaies de... T'es trop influencé, tu essaies de faire la même chose que d'autres, ben tu perds de la couleur. On aurait perdu la couleur de RBO inévitablement. Ben, en fait, la couleur ne serait jamais arrivée parce que si on ne s'était pas distingué de ce qui se faisait, on n'aurait pas été populaire. Tu sais, encore là, c'est pas nous qui avons décidé que tout à coup... tu sais, des fois, là, on a eu des émissions sur RBO maintenant là, où on nous dit RBO, l'humour d'une génération, où ils ont marqué leur époque. Quand tu es dans le groupe, là, tu te dis pas quel gag pourrais-je bien écrire qui pourrait marquer mon époque? C'est l'accumulation des années qui font que... Puis c'est votre appréciation. On n'a rien à voir là-dedans. Je veux dire, un jour, je regardais comment ça s'appelait cette émission-là avec Francis Redé, là, où il posait des questions à des... En tout cas, il avait fait un spécial de 4 semaines sur un gars, une fille. Okay. Puis il y avait une femme qui connaissait toutes les répliques d'un gars, une fille par cœur. Ils ont posé genre 90 questions en 4 semaines. Je sais, j'ai vu l'émission, j'ai répondu à peu près à 8. C'est moi qui l'ai écrit. Moi qui jouais dedans. Et ça, c'est fou parce que... Puis là, je la regardais, là, je disais, hey, c'est une tabarnak de folle, hein. Même... Non, la dernière personne que je voulais rencontrer dans ma vie, c'était quelqu'un qui connaissait mon œuvre 1000 fois plus que moi. Elle me terrorisait. Je disais,
Chris, ça n'a pas de vie. Je ne veux pas rencontrer cette personne-là. Mais c'est vrai que c'est fou. Puis quand on le fait, tu sais, j'ai participé au tricheur 2-3 fois. Puis quand j'ai rencontré Guy Jodoin, là, tu sais, moi, comme dans une galaxie près de chez vous, tout ça, là, tu sais. Puis là, des fois, je parlais de certaines affaires. Tu sais, t'as l'émission, là, tu sais. Il s'en rappelle pas. Non seulement il s'en rappelle pas, mais tu sais, calvaire, c'est même pas proche de s'en rappeler. C'est comme, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Je sais pas. J'aurais pu inventer une émission. Il aurait fait, ah, ça se peut, oui. Et c'est là que tu vois que, qu'est-ce que nous autres, ça nous marque au fer rouge. Puis lui, c'est un projet parmi tant d'autres, pas dans le sens. Je sais que c'est important pour lui, Galaxy. Ben, pas juste parmi tant d'autres, c'est que juste Galaxy, ils ont fait, je sais pas quoi, mettons, 75 épisodes ou 100, une centaine. Lui, là, il a fallu qu'il apprenne 1200 scènes de Galaxy près de chez vous. Fait que si tu lui dis, qu'est-ce qu'il a répondu le robot quand tu as dit ça, il va dire, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Parce que dès le lendemain, ben, c'est la même chose pour moi. Moi, si tu veux jouer à qui connaît le mieux RBO, c'est sûr que c'est toi qui gagne. Tu vas clencher tout le monde dans RBO, même ceux qui ont de la mémoire, tu vas les battre. Et on va y aller avec une autre, Noémie, tu peux y aller pour Guilla. Alors, on a Fanny. Merci, Fanny, d'être là. Si tu avais à choisir un autre métier, qu'est-ce que ce serait? Donc, on oublie le domaine artistique. Éboueur, pompiste, avocat. Ben, écoute, c'est dur à dire. J'ai commencé à 20 ans, tu sais. C'est pas ça que je voulais faire. Fait que... C'est pas ça que tu voulais faire? Non, je voulais pas devenir un artiste, non. Je pensais que j'écrirais, mais je pensais que je m'en allais vers le journalisme ou... Ouais, je pensais que j'écrirais. Je pensais que mon travail, dans mon travail, j'aurais à écrire. Ça, c'était clair. OK. Parce que j'avais quitté les sciences pures. Je n'étais pas allé en sciences pures alors que j'étais vraiment bon à l'école parce que j'étais attiré par les lettres. Fait que j'étais sûr que j'étais pour écrire, mais certainement pas ce que j'ai écrit. Puis surtout pas de me retrouver sur une scène ou à la télévision. J'ai jamais fait ce rêve-là quand j'étais jeune. Tu sais, des fois, il y a des gens qui disent ah, moi, quand j'étais jeune, je m'imaginais sur une scène en train de jouer de la guitare ou jouer dans un film ou whatever. J'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais fait ce rêve-là. J'ai été bien surpris. Puis d'ailleurs, je n'étais pas super à l'aise en commençant sur une scène, surtout que on n'a pas suivi de cours d'art dramatique, rien. Là. J'ai appris sur le tas, puis des fois, le tas, il sentait pas bon. Fait que ça serait plus journaliste, peut-être, au niveau des lettres, du moins. Écriture. J'aurais écrit, mais tu sais, ça aurait peut-être été écrire pour des discours de politiciens, comme être journaliste, comme écrire, mais sans plus. Je n'étais pas rendu là à 20 ans, surtout que c'était l'époque du No Future, il n'y avait aucun débouché. Tu sais, on met ma génération à tort dans les baby boomers, là. C'est-à-dire, on n'avait pas de job, zéro. RBO, on a fondé Rock et Belles Oreilles Incorporé à 20 ans parce que personne ne voulait nous engager. Puis pas parce qu'on n'était pas bon, là. Moi, j'avais des crises de notes là, en communication, là, mais il y avait zéro job. C'était la génération No Future. Fait que j'ai commencé tellement jeune que j'ai pas eu le temps de me demander en quoi je pourrais aller. J'ai pensé être avocat, mettons, quand j'étais adolescent, mais quand j'ai vu que souvent les avocats défendaient des clients qui étaient coupables. Ouais, c'est ça. Puis plus tu avais d'argent pour faire ton enquête préparée, puis tout ça, plus que tu avais des chances de faire acquitter ton client plutôt que de rendre justice. Finalement, ça m'a un petit peu fait débander. Mais au fil des années, j'ai connu des avocats, entre autres en droit familiaux, ceux qui, eux, défendre les victimes. Oui, exactement. Là. Mais disons qu'à 15 ans, je pensais plus au droit criminel, là, comme bien du monde. Puis quand je me suis rendu compte que c'était les meilleurs avocats qui défendaient les trous de cul, j'ai pas le goût de faire ça. Non, je pense pas que ça fitterait avec ta personnalité non plus. Noémie, chaud-en un autre. Non. On a Kevin B. Ici, quel projet qui t'intéresse en ce moment? Ben, moi, quand tout le monde en parle, ça termine. Là. Quand ça? Dès le lendemain. Non, mais quand j'arrive à la fin de la saison, dès le lendemain, je ne suis plus là. OK. Parce que c'est une émission qui fonctionne sur l'actualité. J'ai rien à préparer jusqu'au temps. On va recommencer le 27 septembre. Là. Les premières années, tu sais, mi-août, on se rencontrait, puis là, tu attends un mois pour faire ton émission.
Puis tout va changer à cause de l'actualité des 3 derniers jours. Fait que moi, jusqu'au 15 septembre, la shop de Tout le monde en parle est fermée. Point, là. Fait que là, j'ai écrit des Béatrice. C'est ça que je fais là présentement. Puis je passe du temps avec mes enfants. Et je voulais savoir, par rapport à Tout le monde en parle, les directs que tu as vécu. Je pense que c'était la première fois en 16-17 ans là, que vous viviez le direct à Tout le monde en parle, ou à peu près. Là. On a eu une fois parce qu'il y avait eu la tuerie en France du Bataclan. Ouais, OK. Et tu sais, l'émission s'appelle Tout le monde en parle, puis on enregistre le jeudi, puis le vendredi, samedi, il y a la tuerie. Tout le monde parle de ça. Mon émission s'appelle Tout le monde en parle. Non, c'est ça. Et on fait des jokes avec Denis Coderre, tu sais. Non, mais... Ouais. Non, c'est plus câlisse. Non, mais j'ai nommé Denis Coderre parce que quand on a décidé de faire l'émission live, le dimanche matin, c'est la première personne que j'ai appelée parce que j'ai dit, gars, t'es le maire de Montréal, il y a plein de Français ici, il y a la tuerie, on ne diffusera pas l'émission. Il dit, pourquoi? J'ai dit, à cause de ça, on va en faire une live ce soir. Veux-tu venir? Il dit, avec plaisir. Il dit, oui, je comprends, c'est urgent, il faut faire ça. Puis toutes les personnes qu'on a appelées, je pense qu'on a ramassé tous les Français connus ou importants à Montréal. Et là, on a fait le direct, mais après ça, les gens me disaient, es-tu content d'avoir fait ça? Je disais, si je suis content qu'il y ait eu une tuerie, non. J'aurais mieux aimé pas le faire. Même chose pour la COVID. J'aurais mieux aimé qu'il n'y ait pas de COVID. Mais est-ce qu'on pouvait le faire? Oui. Est-ce qu'on a trouvé ça compliqué? Je parle pas de moi à troisième personne, notre équipe. Ah ouais. Non, c'est notre job. Moi, tout le monde en parle, là, c'est fait pour aider les invités. Moi, ma job, c'est pareil. Ce que tu as vu à TV, c'est ça que je suis. Ben, tu es venu à Tout le monde en parle. Ce que je fais en direct ou en différé, moi, mon travail est à peu près le même. C'est juste que quand tu es en différé, puis qu'il n'y a pas de COVID, qu'il n'y a pas d'urgence nationale, bien, on peut parler de plein de choses comme on fait là, puis choisir après, puis passer les affaires les plus intéressantes. Oui, exact. Ce que je peux pas faire en direct, donc ça devient comme n'importe quel autre talk show, ça devient comme le talk show de Julie, comme Bonsoir, bonsoir, comme ce qui est pas grave, là. Mais ce qui distinguait Tout le monde en parle, c'était justement la possibilité d'aller ailleurs puis prendre son temps pour aller ailleurs. Oui, puis ce qu'il faut savoir aussi pour les gens qui écoutent aussi, c'est qu'on enregistre à peu près 20-25 minutes d'entrevue pour que vous puissiez en garder 10, 12, 15 à la télé. 15, oui. 15. C'est 15, 16, 17, 18. C'était-tu stressant, ça, le direct? Parce que là, le direct, là, t'étais vraiment à la merci du temps et de l'invité qui va absolument plugger en terminant une affaire. Il n'y a pas beaucoup de monde qui plug. Ben, c'était pendant le COVID. Plugger, je veux dire. Un sujet commun, hein, c'était ça. Fait que même si tu étais venu pendant le COVID, on n'aurait pas vraiment parlé de... Toi, quand tu étais jeune, ça allait que tu aimais ça faire fumer des grenouilles. Là. Il n'y aurait pas eu beaucoup de chance qu'on aborde le sujet. Je l'aurais fait pareil, Guy. M'en serais collé dessus. Moi, j'aurais pris ma place, tabarnak, puis je l'aurais fait. Je vais te dire, quand tu as animé une Saint-Jean où il y a des erreurs techniques, 200 000 personnes devant toi qui sont sous depuis 5 heures d'après-midi, puis des bands en arrière de toi où tout le monde rentre puis ils sortent carrément un band au complet avec des drums, des kits de drums, puis qu'on dit rajoute 30 secondes et tu sais le temps. Ouais. Quand tu as fait ça, là, animé, tout le monde en parle, en direct, c'est pas super énervant. Vraiment pas. Puis quand animé la disque, ça c'est un show tight, là, où tout le monde est bien placé. Là. C'est un show où tu as beaucoup de responsabilités comme animateur, mais en même temps, tu travailles juste avec des pros qui veulent faire le show de l'année. Fait que tu dis, si bon, j'étais en Cadillac avec des chauffeurs de Cadillac, tu sais, fait que... Et, je voulais te parler aussi, non pas, oui, le direct, là, tout le monde en parle, mais comme tu as dit, dans le temps de la COVID, moi, j'ai eu des petites informations privilégiées à ton sujet, Guy. Oh. Et
On me dit ici, je sais pas, faut que je te lise la bonne affaire. OK. En plus, peut-être. Je fais ça de temps en temps. Je trouve ça amusant. Guy, essaie de deviner qui m'a envoyé ça, OK? Ouais. Alors, Guy, c'est un hypochondriaque. Il a cru avoir la COVID à plusieurs reprises. Il prenait sa température 2 fois par jour. Il a même été se faire tester pour lui. Les 2 mètres étaient un gros 5 mètres. Premièrement, qui me dit ça? Et deuxièmement, Calvaire, tu as bien géré ça dans le direct de la COVID à Radio-Can. Bien, pour ce qui est de la température, c'est vrai, parce qu'au début, on disait si tu as de la fièvre, c'est le principal symptôme. Ouais. Moi, je ne veux pas que tu me donnes ta maladie, mais j'aurais vraiment honte. Je me sentirais vraiment cheap de te l'avoir donné parce que j'étais imprudent. Alors, je faisais attention. Le test de la COVID, je l'ai fait après la saison de tout le monde. OK. Mais j'avais bien expliqué à tout le monde avec qui je travaillais, surtout que Radio-Canada nous avait demandé de continuer 5 émissions de plus. Je leur disais, si je tombe malade, là, c'est fini. L'émission arrête. Ah ouais. C'est moi l'animateur, c'est moi le producteur, c'est fini, tu sais. Fait qu'on se tient loin, on se fait attention, puis ça a fonctionné. D'ailleurs, il y a un invité qui est venu, tout le monde en parle, puis il y avait la COVID. Puis il l'a su le lendemain, mais mais les règles de distanciation ont été si bien respectées que aucune personne de l'équipe l'a eu. Ça veut dire que ça marche, la distanciation, ça fonctionne. Ouais, vraiment. Moi, je suis allé 3 fois à Bonsoir, en direct, là, en studio, là, tu sais, puis c'est impeccable, puis c'est zéro stressant, là. Tout le monde pour vrai, c'est magique, pour vrai, là-dessus. Chapeau à Radio-Can, puis toutes les mesures qui ont été prises. Et as-tu deviné la personne qui m'a donné cette information-là? Comme quoi, tu étais hypochondriaque, mon beau Guy? Ça peut être Guillaume L'Espérance, probablement. C'est pas ça, mais je t'en lis un autre, peut-être bien que tu vas le découvrir, OK? Ouais. Guy est un vrai gars. Même? OK, oui. Guy est un vrai gars de ville. Il est vite dépassé par la campagne. Il voit un raton laveur et croit que c'est un castor. Il est incapable de faire un feu, incapable de marcher dans le bois. Il ne sait même pas comment faire. Il est bien entouré de béton. Mais oui. Est-ce que ma blonde? Ça se fait-tu qu'elle parle à ma blonde? Non, parce qu'elle me trouve poche là, dans le bois. J'ai pas parlé à Mélanie parce que j'ai eu peur, vu que vous étiez au chalet, que tu t'en doutes ou que tu le saches. Fait que j'ai pris d'autres avenues. Bon, ben, je vais te raconter une anecdote. J'ai une maison à la campagne. Oui. Depuis, mon Dieu, quand même plusieurs années, 16 ans, à la même place. Puis le père de Mélanie me dit, mettons, il y a 7-8 ans, as-tu déjà marché ton terrain? Je dis, hey, mais souvent, là, je dis, je vais jusqu'au lac, puis c'est moi qui vais porter le vidange à tous les jours. Il dit, je te parle pas de marcher le sentier. Hein. J'ai dit, de quoi tu parles? Il dit, sais-tu où il commence puis où il finit? J'ai dit, non. Il dit, ça fait 10 ans que tu es ici, puis tu sais pas où il commence puis finit. Je dis, ben, à quoi ça me sert, Esti? Qu'est-ce que tu veux que j'aille coller dans le bois, tu sais? Fait que là, il dit, as-tu un plan? J'ai dit, ça doit. Finalement, je trouve le plan. J'ai marché mon terrain. Là. Je suis revenu tout graffiné, là, parce que quand tu ne sais pas marcher dans le bois, tu reçois toutes les branches d'en face. Alors là, je sais exactement c'est quoi mon genre de... C'est pas un carré, là, c'est quoi le... Mais c'est ça. Tu t'en calisses tout autant, mais tu le sais. C'est exactement ça. Tu as bien expliqué. C'est le petit gars d'Hochelaga qui ressort en toi. Là. Moi, à Brooklyn, suis-moi. Puis dans un sous-bois à Laval, ça se peut que je crie et que je pleure. Ça se peut que tu pognes l'herbe à puce puis tu as des branches de style en face puis que tu saignes. C'est sûr que je vais pogner l'herbe à puce. Le gag de Castor, là, c'est pas ça le vrai gag. Le vrai gag, c'est pour ça que je t'ai demandé si c'était ma blonde. Non. Un jour, j'étais au chalet avec mon petit chien à Pâques. Ton petit caniche? Mon petit caniche. Ma blonde est en ville. Écoute, j'entends mon chien. J'ouvre la porte, il sort dehors, il s'en va vers le spa et il gèle comme ça. Là, je m'approche, je te vois une nasty grosse bête, tu sais, qui est là, qui me regarde. Je rentre dans la maison, j'appelle ma blonde, je dis, Mélanie, à côté du spa, je viens de voir un koala. Elle dit, ça se peut pas, il n'y a pas de koala. J'ai dit, ben non, un panda. Elle dit, il n'y a pas plus de panda. Elle dit,
Elle dit, tu veux dire un raton laveur? C'est ça! Elle dit, c'est tes poches. Ah, je seconde tes poches encore lisses. Un koala, OK, il y en a seulement en Australie, genre. Les pandas, je pense qu'il y a pas mal là aussi. Et elle m'a tellement niaisé que quand je suis allé faire un gars, une fille en Australie, j'ai acheté une espèce d'affaire traverse de koala avec un puis je l'ai posé à côté de mon spa. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un me demande que c'est que ça crisse là à côté de ton spa, je dis, c'est ça. Le gars de la ville, première fois que je suis allé à la campagne, je pense que j'avais 20 ans. Tu sais. 20 sacrement. Là, tu parles à un gars de région, hein, fait que ça me saisit d'entendre ça. Mais en même temps, vois-tu, la première fois que je suis allé à Montréal, je vais avoir 16 ans. Bon, ben moi, la première fois que j'ai fait le tour du Québec en tournée, j'avais, mettons, 25 ans, là, une affaire 24-25 ans. J'étais allé en Europe plus souvent que j'étais allé à l'extérieur de, mettons, de la région de Montréal. Alors, pour moi, ma première tournée, là, je capotais. J'arrivais à une place, Amqui. Ah, c'est quoi le gros tas de roches? Ah oui, il y a des mines. Écoute, c'est comme j'étais en Europe. Et là, en Gaspésie, là, je regardais chaque tournant de route. Puis moi, dans mon seul bémol, parce que je trouve que c'est beau, le Québec, là, puis il y a des estis de beaux coins. Ouais. Dans mon temps, c'était juste des restaurants de marde. Mais vraiment, là, la cuisine canadienne, mais chinois, puis il y avait juste ça, là. Il n'y avait pas des petites auberges champêtres, puis des quatre fourchettes, puis tu sais, des gîtes, puis tout ça, là. Asti que j'ai mal mangé à ma première tournée. C'était la bonne franquette, les petits motels, puis les brunchs d'un bar de danseuses. Mais j'ai hâte de... Ouais, puis tu sais, en plus, dans RBO, nous autres, on n'allait pas là. Un bar de danseuses. Moi, j'ai eu zéro anecdote de zéro. Puis tout le monde rit nous autres, les humoristes. Tu sais, à telle place, là, il y avait une bar de danseuses. Tu n'y allais pas parce que vous étiez trop populaire, c'est quoi? Hey, on était des universitaires en communication. C'était comme... On n'allait pas là. Ben, c'est un peu le public. Puis on allait tellement pas là que je regrette quasiment de ne pas l'avoir fait en me disant, voyons, je te donne bien snob. C'est pas grave, tu sais, c'est pas... mais ça me surprend. J'ai l'impression que tu vas me dire que c'est une blague dans 2 minutes. Vous êtes jamais allé au Taton? Jamais de ma vie. Jamais. Par contre, à Amsterdam, j'ai vu un show live de monde qui baise. Parce que ça, je trouvais ça flyé. Là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Là. Ben, je ne me rappelle plus. Là. Mais ça, je me disais, ça, il faut voir ça. Ça dit, il faut voir ça. Ben, c'est plus raffiné. Je n'irais pas jusque-là. Mais tu sais, fait que ça, j'avais vu ça, genre, mettons, à 24 ans, mais je n'étais jamais allé dans un bar de danseurs. C'est weird. Fait que j'ai pas d'anecdote de ça, là. Je sais pas combien c'est rendu, combien ça coûte. J'en ai aucune idée. C'est pas grave, t'as une très bonne anecdote de koala, fait que ça compense. Mon anecdote de koala. Ouais. Là, t'as pas encore trouvé c'était qui mon informateur secret? Je continue, juste pour voir, OK? Il aime beaucoup les savons artisanaux. En fait, il est... OK, non, celle-là, ça va te le dire, c'est qui bouge pas. T'as une minute. Toutes ces choses sont classées de façon obsessionnelle. Il a toutes les émissions de Tout le monde en parle en DVD depuis le début. Moi, je suis l'archiviste de RBO, mettons. OK. J'ai tout gardé les affaires, puis je les revisionne jamais. Je les relis jamais. OK. Je suis comme un archiviste qui se crisse de son passé, mais je me dis, un jour, ça va servir. Tu es archiviste non nostalgique. Exactement. Puis en général, ça vient pas. En général, les deux viennent ensemble. Tu sais. Tu veux-tu prendre en note, Guy? Oui, tu prends en note, c'est archiviste, si tu veux le répéter dans un... Non nostalgique. Non nostalgique, exactement. Prends-le en note, puis pousse-le dans un souper, de tu vas avoir l'air intelligent, tabarnak. Puis dis pas que c'est moi, je te le donne. C'est gratis, ça. Merci, parce que ça vaut à peu près 5$. Fait que merci de me le donner. Ça fait plaisir. Mais non, c'est exactement ça. Alors, je sais pas pourquoi. Dès le début d'RBO, j'ai commencé à garder les coupures de journaux, les copies d'émissions, tout le kit. Puis, j'ai zéro fucking le goût de relire ça, de les revoir. Dans le cas de
de tout le monde en parle, c'était juste parce que je l'ai fait avec un gars, une fille, je l'ai fait, tu sais, j'ai des copies des affaires que je fais, puis je regarde pas les affaires que j'ai faites. Mais ça a toujours fini par servir à du monde qui faisait des émissions hommages ou... Ben oui, c'est sûr. Ben oui, c'est certain. Et c'est la même chose au niveau des trophées. On me dit ici, tu as tous tes trophées bien en place. Fait que il en manque une quarantaine, mais j'en ai pas mal. Une quarantaine, câlisse, ça fait chiant d'entendre ça. Moi, j'en ai un, puis je fais mon inventaire. Guy, là, puis je suis content. Il est là à tous les matins. Mon Olivier est là. Je suis content. Moi, ce qui me fait rire quand les gens font des podcasts ou des entrevues, là, on a eu beaucoup là, des entrevues à la maison. Ils ont tout le temps comme 3, tu sais, ils mettent leur trophée là, je suis pas capable. Je suis pas capable. Ouais, mais moi, je fais pas ça. J'ai jamais compris ça. Puis honnêtement, là, mettons que ma place serait ici, puis j'aurais une tablette avec des trophées, je te le promets, je décolle ça, je mets une fausse plantelette avec un bibelot. Asti, là, mais regarde, moi, ça me fait rire parce que je suis moqueur. Mais je peux comprendre la fierté légitime d'être content d'avoir réussi quelque chose. Moi, pendant des années, quand Théo est né, il avait 31 ans, j'en avais déjà pas mal des trophées. J'en avais, mettons, une trentaine. Tu sais. Puis fait que je les mettais dans mon bureau à terre, dans le fond du garde-robe, caché. Puis c'est Théo qui m'a dit, « Papa, quand on gagne la course, il faut être fier. » Puis moi, je faisais ça, j'ai écrit ça dans un coin pour pas qu'ils se disent, dans la vie, c'est normal de gagner 30 trophées, tu sais. Ouais. C'est pas normal. Mais je souhaite à tout le monde d'en gagner un ou deux. C'est le fun en tabarouette. Ouais. T'es content, là, puis que je trouve que dans tous les jobs, dans tous les bureaux, il devrait se faire à chaque année ou de temps en temps une petite remise de l'employé de l'année, l'infirmière de c'est le fun. Mais moi, j'ai été très, 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 très chanceux. Tu sais, j'en ai gagné toute ma vie. Quand je disais tantôt, il m'en manque une quarantaine, c'est pas parce que je m'en calais, c'est parce que des fois, j'ai gagné des trophées avec d'autres personnes. Puis je leur laissais justement parce que moi, j'en ai plein chez nous. Ouais. Mais tu sais, puis je suis content. Combien total? Une centaine, c'est quoi? Il y en a, je ne sais pas s'il faut les compter, parce que pour moi, des disques d'or puis des billets platine, c'est des faux trophées, ça. C'est des trophées de quantité. À peu près, mettons. 125. C'est bon. Puis si tu enlèves ceux que tu as volés, ça te fait combien à peu près au total? J'en ai pas volé. Ça a été malade que tu me dises « Ah, tu le sais, tu le savais », puis tu me répondes. non, j'en ai pas volé, puis j'étais le fun d'être en nomination. En fait, le plus beau trophée que tu peux recevoir, c'est pas nécessairement de le gagner, parce que le gagner, c'est le fun, mais c'est qu'à chaque année, on te met en nomination. Tu sais, parce que moi, c'est peut-être moi qui ai gagné le plus de trophées dans l'histoire de la télévision au Québec, mais c'est aussi moi qui en ai le plus perdu. Ben oui, ça va de soi, mais effectivement. Tu veux dire, oui, le monde dit, t'as gagné combien de Gémeaux? J'ai dit, 66. Mais j'en ai perdu 40 à peu près. Qui a perdu 40 Gémeaux à part moi? Personne. Tu sais, fait que t'apprends à perdre aussi. Tu dis, oui, OK, c'est pas moi. Puis je suis content d'être en nomination, puis c'est cool. Tu sais. Ça revient à ce qu'on disait tantôt. Toi et RBO, vous avez probablement écrit le plus de sketch plates, mais en revanche, vous avez écrit des calices de bons sketchs parce que vous alliez de l'avant puis vous écriviez. Tu sais, c'est la beauté. Oui, puis comme on était plusieurs auteurs, il y a bien des sketch plates qui ne se sont même jamais rendus. OK. En ondes, je pourrais te lire des affaires, je sais pas où je sais où est-ce qu'ils sont, mais je n'ai pas le goût d'aller les chercher. Mais écoute, je te montrerais ça, puis tu dirais, c'est pas RBO qui a écrit ça. Oui, non seulement RBO a écrit ça, mais on est repassé dessus 3 fois. C'est le tabarnak, c'est donc bien minable. Ben oui, on a fait des plates aussi. Tu sais. Et Guy, tu restes sur le plateau Mont-Royal lorsque tu es à Montréal. Oui. Et une autre information. Ce qui est pas mal l'essentiel de ma vie. On me dit, ça m'a surpris, oui puis non, mais je veux dire, parce que tu es entouré de ça, entre guillemets, là, tu détestes les cyclistes.
Je déteste pas les cyclistes. J'ai fait de la bicyclette jusqu'à 28-29 ans. Je déteste les cyclistes qui ne respectent pas Voilà, c'est ça, je et pense. les piétons et les voitures. Parce que la personne la plus fragile là, entre un piéton, une voiture puis une bicyclette, c'est la personne qui est en bicycle. Un piéton, à la limite, il voit une voiture arriver sur lui, là, il peut, c'est-à-dire s'il est mobile un peu, il peut l'éviter. Un cycliste, là, il va voler 75 pieds dans les airs. Fait que, coupe-moi pas en bicyclette. Fais pas une erreur de jugement devant quelqu'un qui pèse 4000 livres de plus que toi de métal. En mouvement. En mouvement, je veux dire. C'est sûr que je te verrai pas. Si tu roules dans mon angle mort depuis 20 secondes, je te verrai pas. Aide-toi, sois prudent. En fait, soyez prudent. Il y en a plein de cyclistes qui conduisent très, très bien. Il y en a, tu sais, en plus, j'habite sur le plateau, je les vois toutes passer. Mais un cycliste imprudent qui pense que la ville est à lui, puis qui t'engueule en plus, t'as envie de dire, hey man, je sais pas si tu as lu la théorie de Darwin, là, mais t'es pas haut dans l'échelle. Non, puis à Montréal, il y en a des situations. À un moment donné, je marchais avec ma blonde, coin Mont-Royal, je sais pas trop quoi, puis le piéton est complètement en tort. Le char, en virant, le klaxonne. Le piéton crache sur le hood, donne un coup de pied dans la lumière du char. Le char donne un coup de gaz, pile sur le pied du piéton. J'étais comme tabarnak, c'est complètement irréel, mais il y a aucune patience à Montréal aussi. Je te dirais qu'en général, là, faut que tu sois un peu cow-boy là, avec tout ce qui arrive, mais ça, en tout cas, à Montréal, ça brasse en estique. Toi-même qui es un Montréalais, t'as dû en voir des vertes et des pommures, là. Mais oui, ben à Montréal, il y a de l'action. Sam, on vient de me texter en me disant que mon repas sera prêt dans 10 minutes. Ça tombe bien, il m'en reste pour 5. C'est-tu Mélanie que t'as texté ça, là? Non, c'est mon fils Théo. Asti, regarde s'il est bien élevé, sacrément. Il est pas au States en train d'étudier au lieu de me déranger dans mon podcast, tabarnak. Parce qu'il y a une fin de session, lui aussi, il n'étudie pas au mois de juillet. Là, regarde, il va falloir que je le passe en entrevue, là, ton fils. Il va falloir que je le replace. Guy, tu découvres qui me donne ces informations-là. Je te laisse vivre ta crise de vie, je te le promets. Okay, ça peut être André Ducharme. Bouge pas, je t'en lis deux autres. Premièrement, t'es zéro un gars de char. Tu connais même pas ta marque de voiture. Non. Ça faisait un an que je conduis. Non, c'est ma blonde qui achète ma voiture. Toutes les femmes que j'ai eues dans ma vie conduisaient à ma place. C'est pas que je sais pas conduire, mais si tu veux conduire, là, gago, moi, je vais retourner mes courriels, je m'en calisse. La seule affaire qui m'intéresse dans un char, c'est l'ordinateur de bord. Ça, je le connais par cœur. Là. Je sais tout ce que mon char fait. Je sais tout ce que l'ordinateur de bord de mon char fait. Mais non, je suis pourri. C'est quoi la marque? C'est quoi la marque de ton char? Non, mais là, je le sais. Là j'ai un Mercedes, mais pendant des années, pendant un an de temps, j'ai dit que j'avais une BMW. C'était pas ça? Mais non, j'avais une Mercedes. Ah, t'avais la marque déjà. Puis là, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit pas en même compagnie, ça. Pas en tout. T'essayes de te sortir en disant que c'est la même compagnie. Non, mais c'est elle qui magasine mes voitures. La dernière que j'ai achetée, que j'ai louée, en fait, je ne l'ai même pas essayé, c'est elle qui l'a essayé. Elle dit, tu vas aimer ça, ce modèle-là, puis prends-les. Savoir connaître ses forces et ses faiblesses. Ah non, ça m'intéresse zéro. J'ai mis ça des chars. Je me promène dans les stationnements, je ne sais même pas où je l'ai mis. Si je loue une voiture en voyage, là c'est clair que je vais au restaurant, là, puis je peux faire le tour du bloc 250 fois. J'ai aucune idée où est-ce que je l'ai mis. Je sais même pas la couleur des fois. Tu sais. Faudrait que tu te mettes une petite affaire sur le top marqué Guilla, je suis ici, puis ça t'aiderait dans le stationnement. C'est des conseils que je te donne. Mais t'es pas. Tu sais, Michel Barrette qui tripe ses genres. Ouais. Ben, je fais ça. Ben là, lui, ça fait depuis des années là, qu'il tripe ses voitures. Je fais son émission Viens-tu faire un tour? Oui. Je pense que c'est ça le titre. Oui, exact. Il dit Guilla, tu sais quoi le char que j'ai? J'ai dit, je sais pas, je m'en calisse. il est parti à rire parce qu'il me connaît, mais il essayait de m'intéresser à en esti de guédine de vieux char avec un volant avec des gros de même puis qui sent le vieux cuir des années 70. Ça m'intéresse pas, je m'en fous.
complètement l'inverse du poker, mais on n'embarquera pas là-dedans. Je sais que tu es un fan de poker, mais je sais que ton souper est prêt dans pas long. T'aimes pas les chars, mais ça me surprend en esti. Il aime beaucoup les savons artisanaux. En fait, il est 3 fois plus gay que moi dans ses habitudes. Là, ça donne un indice, là. Ça, c'est Danny. Danny Turcotte, absolument. Ouais. T'aimes les savons artisanaux? Jamais j'aurais misé là-dessus. Ben, c'est-à-dire, j'aime pas les savons, je capote pas. J'aime ça, des savons différents. Genre, je veux me faire plaisir. Tu sais, moi, je rentre dans une place de savon, là il y a 10 saveurs différentes, là, puis là, moi, je prends tout. Puis là, d'un coup, je me dis, hey, wow, je sens la framboise. Le lendemain, je dis, oh, l'eucalyptus. Tu sais. Mais je pourrais très bien m'en passer pour le reste de ma vie. Je pourrais vivre avec un Dove pour le restant de ma vie. Ça ne serait pas un gros traumatisme. Guy, je te laisse aller manger, bien te savonner, peut-être prendre un petit spa ce soir s'il n'y a pas de koala qui t'empêche d'embarquer dedans. Je prends plus de chance, je ne sors même plus du chalet. Il y a peut-être des koalas sauvages. Moi, je regarde dehors. Je me suis acheté une carabine à pellets. S'il y en a un qui passe, il va le tirer. Je suis sûr que tu ne serais même pas capable d'en faire de la carabine, mon petit Chris de Godville. Hey, mais ton petit Chris de Godville, il y a du visou quand même. Ah oui, je retire ce que j'ai dit. Ah ouais, non, j'ai du visou dans tout. D'un coup que j'irai marcher ton terrain la nuit, j'irai pas d'un coup que tu me shottes d'un chenol. Non, mais j'ai même appris à tirer du gun, faire la pop, puis je t'ai pas pris. Oh, c'est vrai, la pop avec Rachid. On n'a pas parlé de la pop des dangereux, Guy, mais on s'en reprendra pour un podcast éventuel. Ça tombe bien, je n'étais pas d'un dangereux. Hein, mais tu n'étais pas dans l'équipe de... Malade, toi. Hein? Hey, dangereux, zéro. Ah, c'est rien à voir là-dedans. On dirait qu'à chaque fois qu'un film, c'est un flop, on dirait que mon cerveau l'associe à toi. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit que j'allais te chier dessus en terminant, Guy. C'est bon, ouais, c'est super bon. Là, tu vas tout scraper mon repas. Tu sais comment je suis sensible. Ben, quand t'as scrappé mon titre en partant, je finis par te chier dessus à la fin. J'ai hâte de descendre en bas. Qu'est-ce que tu faisais, papa? Je faisais une entrevue avec quelqu'un avec qui? Comment il s'appelle, non? Le gros nez avec les dents, en tout cas, on s'en crée. Le gars, là, je sais pas, il vient de la région, là. C'est lui, là. Aïe, bon appétit. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges au moins? Ben non, je sais rien. On me dit rien. Tu sais jamais rien. On me dit rien, Chris. À part les savons et les archives, là, tu colles ça. Tout le reste, on me dit rien. Ben, Guy, merci infiniment d'être là. Salut Sam, salut tout le monde. Bye. Bye bye.